recevoir notre invité du jour, le premier, Pascal. Hop, il est où Pascal? Il est là. Salut mon Pascal, comment tu vas? Jeanne, très bien, toi. Ouais, ça va. On peut essayer de retravailler un petit peu le micro parce qu'il y a un petit écho. Alors Pascal, on le connaît bien dans l'émission parce qu'il vient tous les mardis. Alors prenez rendez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Tous les mardis, il vient à 11h30 pétante nous faire la chronique DeFi. Et donc pendant 15-20 minutes, il vous présente un protocole, un tuto, une stratégie d'optimisation de yield, des concepts. Voilà, et donc là, ça fait plusieurs mois qu'il fait ça dans l'émission. Je suis très heureux. Moi, j'apprends à chaque fois. Donc voilà, donc, si ça vous intéresse, évidemment, venez. Vous pouvez aussi retrouver ces chroniques bien, en replay sur YouTube, par exemple. Donc voilà, donc salut à tous. On va attendre évidemment que Pascal se reconnecte. TX, qu'est-ce qui te chauffe en ce moment sur la crypto? Là, j'ai vu, tu fais des posts sur des blockchains. C'est quoi en ce moment? C'est Bear Chain ou pas plus que ça? Bah, sur les trucs vraiment chauds en ce moment, ouais, je regarde pas trop l'actualité de ce qui se fait, mais moi, il y a vraiment Bear Chain que je trouve intéressant en ce moment. C'est vrai qu'il y a des opportunités de rendement qui sont très importantes comparées à tout ce que tu trouves ailleurs. Et j'aime bien dire que j'ai l'impression qu'on est un peu de retour en 2021, tu vois, genre, il y a un peu, il y a un peu cet effet DeFi Ok, OG, quoi. intéressant. On va en parler de la DeFi évidemment avec Pascal. Pascal, on réessaye le micro? Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, beaucoup mieux. Ok, D'abord, comment tu vas, mon chéri? très bien, toi. Je suis content de t'avoir, c'est ton interview, c'est ton moment. Bon, eh ben, écoute, en tout cas, Pascal, on va passer une bonne heure et demie ensemble. Alors d'abord, on va passer un peu de temps d'ailleurs à s'intéresser un peu à toi, à ton parcours, qui est, on va le voir, est assez riche et assez divers. Et puis ensuite, on parlera, si tu veux bien, d'actualité, un peu plus crypto-blockchain, et puis on parlera aussi de sujets de société. J'ai envie de parler avec Allez. toi parce que tu as quitté la France et ça pose des questions, évidemment. Et on essaiera d'avoir ton avis là-dessus tout à l'heure. Alors, avant de commencer, les copains, si vous n'êtes pas déjà abonnés, faites-le parce qu'il y a plein de gens qui regardent les émissions sans s'être abonnés. Donc, ça, c'est vraiment pas cool. Donc, abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire, activez la cloche, mettez des pouces. Voilà, tout ça, ça vous prend 2 secondes, mais pour nous, c'est trop important. Donc, voilà, s'il vous plaît, faites-le. L'émission sera également diffusée en replay sur les plateformes de podcast. Donc, si vous écoutez l'émission en podcast, vous êtes des dizaines à écouter en podcast en replay, vous n'êtes pas forcément abonné à la chaîne et vous n'avez pas forcément noté le podcast. Donc, ça, c'est pareil, c'est pas très cool. Voilà. Prenez 5 secondes, faites-le. Pour nous, ça nous apporte énormément. Bon, alors on y va. C'est parti, mon Pascal. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Alors, en fait, je t'explique. Là, je retravaille un peu mes interviews. Je vous parle sans filtre ce matin. Tu vois, j'ai envie de m'intéresser vraiment à la vie des gens que je reçois. Tu vois. Donc, depuis plusieurs semaines maintenant, je reviens un petit peu dans le passé et je me dis que finalement, on est aussi un peu le fruit de notre enfance et notamment de notre milieu social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans la crypto pour plein de raisons, mais notamment en termes on parle d'indépendance ou de liberté financière. J'imagine que ça te parle, ça. Et donc, est-ce que ça fait écho au milieu dans lequel on a évolué au début? Genre, je sais pas, soit on vient d'un milieu très riche, soit on vient d'un milieu pas riche. Et donc maintenant, je demande à mes invités un petit peu de nous parler. Alors, après, ils nous disent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais quand même, voilà, un petit peu, c'était quoi ton enfance, ton milieu et voilà, donc si tu peux nous répondre à ça, ce serait trop cool. Écoute, j'ai grandi, pour moi, dans la plus belle région de France, la Côte d'Azur, une petite ville qui s'appelle Menton. La ville des citrons. La ville des citrons. Je suis d'origine italienne, mes parents sont italiens. Ils sont issus de la vague d'immigration qui est partie d'Italie et qui s'est arrêtée pile à la première ville frontalière, donc Menton. Classe moyenne, je n'ai pas grandi dans la pauvreté ni dans la richesse. Maman était infirmière, le papa il vendait des légumes sur les marchés. Ça se passait bien jusqu'à la crise de la bulle Internet, parce que mes parents ont fait, après, ils n'étaient pas éduqués financièrement, mais ils ont fait un ensemble de conneries. Donc, on était propriétaires, ils essayaient de vendre un appartement. C'était un peu avant la bulle spéculative immobilière sur la côte. Et ça faisait des années qu'ils essayaient de vendre leur appartement. Finalement, ils ont réussi à le vendre bien en dessous de ce qu'ils voulaient. Et ils ont eu la bonne idée de tout mettre all-in sur le CAC 40, pile au sommet de la bulle financière d'Internet. Horrible. Donc, bon, pas vendu, pas perdu. Ils n'ont pas vendu. Après, ils sont séparés pour payer tous les machins, les frais et tout. Ils ont été obligés de vendre leur position.
Et donc, c'est là où, c'est un peu cliché, mais je suis passé de milieu modeste à milieu plutôt, pas pauvre non plus, tu vois, je mangeais, mais c'était fini la vie normale. Et puis, pour la petite anecdote, ma mère a réinvesti au sommet de la bulle avant Lehman Brothers. Donc, le reste qui lui restait est du coup cassé. Donc, voilà dans quoi j'ai grandi. Sinon, j'ai étudié le droit. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'histoire, mais il n'y avait pas vraiment de débouché. Enfin, après, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu as toujours les adultes qui te disent non, mais tu n'auras jamais un taf intéressant. Bref, ma passion, c'était l'histoire, mais on m'a plutôt orienté vers le droit. Ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais C'était vraiment. quoi pardon de t'interrompre, mais c'est intéressant. TX, c'était quoi ton rêve quand tu étais petit, toi? Il y avait un truc que tu voulais faire et les grands, ils t'ont dit non, mais attends, ça sert à rien, il faut gagner sa croûte. Faire du farming sur la blockchain? Mais arrête Non, en vrai, non, pas vraiment. Moi, j'ai Ouais. pas un truc comme ça. Ok. Tu savais déjà que tu voulais faire un métier normal quand tu étais plus jeune? Non, moi, franchement, j'en savais rien. Je me posais pas Attends, la t'as quel question. âge? Attends, parce que je dis quand tu étais jeune, mais en fait, t'es grave jeune. T'as quel âge, rappelle-nous? Ou une fourchette, si tu veux pas dire exactement. Un milieu de vingtaine, disons. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, quand je dis quand tu étais jeune, en fait, c'était il y a 4 ans, donc ça compte pas, quoi. J'ai capté. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être. J'ai eu des phases. Au début, mon rêve, c'était de devenir comédien. Genre, je voulais être acteur. Après, mes parents, ils m'ont dit non, vas-y, laisse tomber, il n'y a pas de débouché. Après, je suis ok, mais je peux être au moins présentateur à la télé, s'il te plaît, ou même faire la météo au moins. Ils m'ont dit non, vas-y, laisse tomber. Et finalement, j'ai fait une prépa HEC. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vis un peu un rêve de gosse, mais pareil que toi, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire au début. Ok, donc tu disais, donc tu t'es tourné vers le droit plutôt que l'histoire. On m'a tourné vers le droit. Ouais, ok. Mais je voulais aussi faire HEC, mais j'avais pas un dossier scolaire. J'ai pas fait HEC, j'ai fait la prépa. Hein. Ok, de toute façon, c'était trop. J'étais pas un bon élève. Okay. J'étais un élève normal, on va dire. Et bref, donc droit. Franchement, droit, c'était vachement intéressant, en tout cas la première année, parce que c'est plutôt histoire du coup. Donc j'ai retrouvé un peu ce que j'aimais, histoire du droit, philosophie, etc. Deuxième année, c'est un peu plus chiant. On fait de l'introduction au droit. Troisième année, on rentre dans le dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement lâché. Après, pour être j'ai jamais vraiment été à l'université. Vu que les cours n'étaient pas obligatoires, j'allais juste aux cours qui étaient obligatoires. Il y en avait 2 par semaine. Et le reste, je me baladais et je découvrais un peu la région niçoise. Donc, j'ai exploré, etc. J'étudiais en ligne. Alors, à l'époque, parce que du coup, moi, j'ai fin trentaine. On est en quelle année? J'ai 37 ans. Donc, c'était il y a 18 ans. Mais peut-être 88 comme moi? 87. Ah, ok, d'accord. Donc, moi, je vais avoir la 37. Le 9 avril, d'ailleurs. Les gars, je vous le dis, 9 avril, je compte sur vous. Hein. Je veux des happy birthday. Hein. Bon, je sais même pas d'ailleurs. Ah non, alors, tu sais quoi? Enfin, pardon que je te coupe. Aujourd'hui, je te préviens, je suis en roue libre complète. J'ai dormi 3 heures, je suis surexcité. Mais la semaine prochaine, il y aura. Non, la semaine du 7, 8, 9, 10, il n'y aura pas d'émission ou très peu parce que c'est la Paris Blockchain Week. Donc, moi, je serai pas mal aux events. Donc, pas beaucoup d'émissions. Et notamment le 9 avril. Je serai pas en ligne. Donc, vous me mettrez un tweet sur Twitter. Voilà. Hein. Bon, pardon, Pascal, tu disais. Donc, voilà. Donc, à l'époque, on a quel âge là? On en est où quand tu commences un peu à t'intéresser Donc, à la fac, je suis rentré à 18 ans. Et après, comme tu dis, je ne l'avais pas vraiment. Et donc, à l'époque, si tu te rappelles, il n'y avait pas Wikipédia, il y avait Encarta. Ouais, bah oui, c'était l'encyclopédie à l'époque. Et en fait, il fallait la télécharger. Elle n'était pas hébergée. C'était un logiciel. Ouais. Et donc, en fait, dis-toi bien que j'ai passé ma première année en étudiant. Donc, je n'ai pas été au cours. J'ai étudié sur Encarta, parce que c'était que de l'histoire. Donc, finalement, peu importe la source. Et donc, voilà. Après, comme tous les jeunes à peu près à l'époque, alors à l'époque, il n'y avait pas la crypto et tout. On essayait de trouver des moyens de gagner un peu d'argent. Donc, un peu comme tout le monde, je pense, j'ai testé le poker, le pari en ligne, les petits jeux à gratter. Je ne sais pas si tu te rappelles Pricey, je ne sais pas si ça te parle. Mais bien sûr. La belle époque. C'était l'époque des jeux en ligne, plein de mini-jeux. Il y avait des dizaines et des dizaines de jeux. Ouais, je me rappelle. Ouais. D'ailleurs, c'était français, je crois. Ou alors, il y avait des Français derrière. Ça avait fait un carton. Et après, c'était fait, je crois, piquer l'idée. Enfin, il y avait une histoire derrière ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a une chaîne YouTube. Je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'est Sylvain avec un Q. Et il a fait Attends, Sylvain avec un Q, tu m'expliques où est-ce qu'il met le Q dans Sylvain? À la place du A, je crois. Ah d'accord, ok, très bien. Écoute, je te retrouverai le lien, je te l'enverrai après sur Discord. Et en fait, il a fait du coup un documentaire sur Pricey.
Mais je crois que c'est ce documentaire qui m'a rappelé ça il y a quelques années. Et je crois que ça s'est très mal terminé. Enfin bref, il y a eu une dinguerie. Mais ok. Donc tu es en quête d'émancipation financière déjà à l'époque, quoi. Voilà, bon après ça se passe pas forcément comme je voulais que ça se passe, surtout paris sportif. Après j'étais un peu matheux, donc j'essayais de trouver la formule. Enfin bref. Et puis finalement c'est à l'été pendant mon job étudiant que entre guillemets ma vie a changé. Donc j'ai rencontré une fille. Donc elle travaillait là où moi je bossais du coup l'été. Et puis on s'est emmouraché, on s'est dit viens vas-y on plante tout, on part vivre à l'étranger. Donc elle voulait vivre en Australie ou faire du fruit picking et tout et tout. Moi j'étais à fond, hein. Moi je voulais plus, ça m'intéressait pas les études et puis de toute façon je savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Et puis donc on décide de partir à New York pour la fin de l'année. Donc je mets un peu mes économies que j'avais de côté et puis on commence à planifier, regarder les prix des hôtels, les machins. Enfin c'était auberge de jeunesse. Et puis c'est à ce moment-là que je vois la somme que j'avais en euros qui changeait en fait en dollars quasiment tous les jours. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne savais pas à l'époque que l'euro n'était pas fixe. Je pensais qu'il y avait un taux de change et puis c'est tout. Et donc, j'en parle à un ami et ce pote-là, lui, était en école de commerce. Et lui me dit, ah bah ça, c'est le Forex. Du coup, je tape sur Google Forex. Alors à l'époque, faut vraiment se remettre à l'époque, il n'y avait aucun contenu éducatif. YouTube, c'était quasiment au début. Il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait que 2 sites en France qui parlaient de trading, d'analyse, de Forex. C'était Café, je crois que c'était Café de la Bourse. Non, c'est pas Café de la Bourse, c'était ABC Bourse. Je sais pas si ça existe toujours. Moi, je me rappelle de Café de la Bourse, mais c'est peut-être. Ouais, mais c'était pas éducatif, c'était plus un forum et tout. Ouais, c'est. Enfin, Ouais. bref. Forex, pour celles et ceux qui nous écoutent, Marché d'échange. Foreign Exchange. Non. Foreign Exchange. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le marché des devises en fait. C'est ça. Ok. Ouais. Et du coup, là, j'ai littéralement. Alors, j'ai fait un truc horrible, mais j'ai littéralement eu un coup de foudre. Et donc, tout l'après-midi, je lis tout ce que je peux. Je lis des trucs sur l'analyse chartiste, technique. Enfin, je découvre en fait tout un nouveau monde. Je connaissais le trading parce que, habitant sur la Côte d'Azur, forcément, près de Monaco, tu vois les Golden Boy, les traders, les machins. Alors, c'est pas vraiment les traders qui tradent derrière un écran, enfin, tu sais, comme dans les fonds, etc. Mais tu as cet écosystème financier à Monaco. Donc, le mot trader, trading, Golden Boy m'a toujours fait un peu rêver. Et donc voilà, je me découvre une passion une après-midi. Et là, j'envoie un message à ma copine. J'écoute, je vais pas à New York. Je crois que j'ai une révélation. Je veux travailler là-dedans. Je veux faire du trading. Donc forcément, elle a très mal pris parce que c'était quelques semaines avant de partir. Mais bon. Ça, c'est ta meuf. Ouais. Et vous restez ensemble quand même ou Non. Elle te quitte pour ça? Ah ouais, parce que j'ai vraiment fait les choses pas bien. Mais bon, après, j'étais jeune, j'étais un peu perdu. Enfin bref, je vais pas m'excuser, mais voilà. Et donc, je découvre ça, sauf que problème à l'époque, tu peux pas ouvrir un compte de trading si tu n'as pas 50 000 euros. C'est-à-dire que le plus petit broker à l'époque qui permettait de trader le Forex, le compte minimum, c'était 50 000 euros. Alors ça fait sourire parce qu'aujourd'hui, tu peux trader avec 10 euros, mais à l'époque, c'était pas possible. Et c'était à l'époque aussi où le Forex avait que 4 digits. Aujourd'hui, les plateformes Forex affichent 5 digits. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Et donc, c'était relativement facile à trader. Donc, je tradais en démo, ça se passait bien. Et puis, j'ai commencé à me voir, OK, c'est bon, je serai multimillionnaire avec le trading. C'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, si tu veux, je me suis un peu auto-formé comme ça pendant des mois et des mois, trader sur un compte démo et tout et tout. Donc, voilà comment est arrivée la passion du trading. Petit à petit, j'ai commencé à développer des compétences, commencé à fréquenter les forums. Et puis, un jour, j'ai commencé à travailler pour un broker, donc un courtier, qui, alors, entre-temps, le niveau pour ouvrir un compte, c'est ABC, donc c'est passé à 10 000 euros. Il y avait un broker en Suisse qui était le premier à avoir, qui était passé sous la barre des 10 000 euros. Et puis, j'avais pas d'argent, donc j'ai fait un truc qu'il faut surtout pas faire, bien sûr. J'étais toujours étudiant, donc je faisais semblant d'aller à l'université, mais en fait, je tradais le jour et je prétendais d'aller à l'université. Et j'ai fait un prêt étudiant, du coup. Donc, j'ai dit que moi, je voulais aller étudier le droit pénal. C'était à Marseille. Donc, il fallait que j'ai une bourse, etc. Donc, je demandais 20 000. Ils m'ont donné 10 000. Et donc, c'est avec ces 10 000 euros que j'ai commencé, du coup, à trader. Bien sûr, alors, ça juste pas le passé. Aussi, pour bien comprendre tout le monde, que tout le monde comprenne bien, un broker, c'est un intermédiaire qui va, en gros, passer des ordres pour vous. Donc, typiquement… Qui va te donner accès, qui va donner accès au marché, Ouais, mais en général, tu dois lui donner ton argent. Enfin, tu dois lui filer ton argent. Et c'est lui qui va passer les ordres. Alors, tu déposes ton argent dans une banque qui travaille du coup avec le broker. Donc, c'est des comptes séparés du broker. Donc, si le broker disparaît, tu récupères ton argent, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas les comptes du broker. Et le broker, lui, t'offre un accès au marché et puis, bien sûr, une plateforme de trading. Alors, après, le Forex, c'est très particulier. C'est entre guillemets des faux marchés. C'est beaucoup ce qu'on appelle des CFD. Donc, tu n'as pas vraiment un accès direct au marché. Ce n'est pas comme les actions.
quand tu passes par un broker, donc un courtier action, tu achètes une action, le courtier en fait CFD, l'achète. c'est un actif synthétique en fait. Ouais, c'est un synthétique. En fait, c'est les fameux perpétuels futurs qu'on a aujourd'hui, mais avec des oracles. Donc, c'est pas le perpétuel futur de Hyperliquid dont tu parleras après. C'est plutôt le perpétuel futur de plateformes comme Gens Network ou Quenta dont je t'ai parlé la dernière fois sur le. Voilà. Donc ça, c'est du CFD. Du coup. Ouais, non, mais ouais, je me rappelle à l'époque quand on était quand on s'est lancé dans la crypto, un des arguments c'était nous, vous avez vraiment de la crypto, c'est pas du CFD. Parce qu'il y a eu du CFD crypto aussi il y a eu. À l'époque. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, eToro, je crois que c'était du CFD au début, je crois. eToro, ouais. Après, en fait, lorsqu'il y a eu le boom ICO en 2017, tous les courtiers brokers Forex étaient un peu à la traîne de la crypto. Au début, moi, j'ai travaillé dans ce monde-là, donc j'étais proche des courtiers. Et donc, au début, ils ont tous un peu mis de côté la crypto en disant c'est un marché de bananes, de singes, etc. C'est pas intéressant. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui rejoignait cet écosystème. Et ils ont fait un truc qu'ils font d'habitude sur le Forex. En fait, en général, sur le Forex, la plupart des brokers vont trader. Ils vont trader contre le client. Puisque la plupart des gens vont perdre de l'argent en tradant avec un effet levier. Ça, c'est statistique. Et puis, c'est comme ça. C'est pareil sur la crypto. Et donc, en fait, la plupart des brokers se disent au lieu de passer les trades, donc quand quelqu'un veut prendre une position sur l'euro, dollar, le CAC 40, etc., au lieu de réellement passer la position, je vais l'internaliser, c'est-à-dire que je serai la contrepartie. Donc, si le trader perd, je récupère ses pertes. Si par contre il gagne, je paierai de ma poche. Donc, ça marche très bien pour eux sur le Forex, ça marche très bien pour eux sur les indices, etc. Enfin, tout ce qui a un effet levier. Et ils se sont dit, on va faire la même chose sur les cryptos. Et du coup, ils ont commencé à faire des CFD Bitcoin, donc quand le Bitcoin était à 3, 4, 5 000 $. Et ils ont décidé de ne pas se couvrir. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le Bitcoin va s'effondrer, on ne va pas se couvrir, donc on va laisser les gens acheter le CFD. Ils vont tous perdre et on va récupérer toute la thune des particuliers. Comme tu sais, le Bitcoin est monté à 20 000 à ce moment-là, et tu avais beaucoup de brokers qui étaient au bord de la faillite, certains d'ailleurs qui ont fait faillite, donc c'est un peu la retourne. Ils ont voulu jouer au plus malin, et puis finalement, ils se sont fait torcher par les cryptos. Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote CFD. Je me rappelle en 2000, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était aux alentours de 2016-2017. À l'époque, tu avais des bureaux de Forex partout, en Israël, à Paris. Tu avais des équipes de Forex. Il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement illégales, c'était n'importe quoi. Ils allaient récupérer l'argent des particuliers, ils tradaient avec. Finalement, on se rendait compte que l'argent était complètement perdu, les positions qui étaient écrites étaient fausses. Donc, il y a eu une grosse vague dans le Forex, dans la partie plutôt escroquerie. Donc, ça a un peu terni cette image-là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ouais, Forex était quand même très connoté escroquerie par téléphone à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu ça. J'ai beaucoup travaillé dans cette industrie, beaucoup côté victime, donc j'ai essayé d'aider pas mal de gens. Enfin, ouais, c'est un sale. Mais après, tu as la même chose dans la crypto, dans le diamant, dans l'or. Enfin, à partir du moment où il y a des rêves d'argent, il y a de l'arnaque, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est bien aussi d'en parler à celles et ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que voilà, quand c'est trop beau, en général, c'est trop gros. Voilà, donc faites attention évidemment et voilà, et renseignez-vous et voilà, parce que pour le coup, des opportunistes qui vont essayer de tirer parti de ce type de secteur, il y en a tout le temps. Et ils sont très malins. Il y en a certains, ils sont brillants même. C'est des génies de la fraude. Attention. Donc voilà, donc faites super attention à ça. Alors ensuite, quand on continue un petit peu, donc toi, tu fais de l'investissement. Donc, je commence à travailler pour des brokers. Je fais les analyses le matin. Tu sais que tu reçois les newsletters, analyses de marché et tout. Et de là, je rencontre un broker qui était en Angleterre, ActiveTrade, et qui veut s'installer du coup en France. Et ils veulent faire quelque chose qui n'existait pas à l'époque en France et qui marchait très fort aux États-Unis. C'est de l'éducation. C'est-à-dire qu'encore une fois, à l'époque, il n'y avait strictement aucun contenu éducatif. Et a fortiori, sur YouTube, il n'y avait strictement rien. Et donc, c'est les premiers à s'être dit, on va faire comme ce qui se fait aux États-Unis, en Allemagne et tout. Ils sont un peu plus en avance. On va créer des contenus éducatifs à but marketing. Parce que l'idée, c'est tu donnes de la valeur aux gens. Les gens disent, ah tiens, j'ai envie d'apprendre à trader. Ils ouvrent un compte chez un broker. Et puis voilà. Donc, ils me demandent si je suis OK avec d'autres personnalités françaises du milieu du trading, de participer, enfin d'organiser du coup des webinaires. Donc je dis oui, c'est parti. Et donc je présente un peu ma manière de faire, comment est-ce que je fais de l'analyse, etc. Et ça se passe extrêmement bien. En tout cas, le premier webinaire est un gros succès. Et du coup, je crée ma chaîne YouTube parce que je me dis tiens, je vais surfer un peu sur ça et je vais aussi moi aussi créer des contenus éducatifs.
Donc, j'ai commencé, j'étais un des premiers, je pense, à avoir une chaîne YouTube dans ce domaine-là. Du coup, forcément, ça s'est bien passé. Ensuite, de faire des contenus YouTube à la formation, comme tu sais, il n'y a qu'un pas. Donc, je me suis lancé dans le business de la formation. Alors, il faut savoir qu'il y a, il y a plusieurs types de formateurs. Il y a ceux qui vont te dire, ah, moi, je vis du trading, je suis super riche et je vais t'apprendre comment je fais. Après, puis tu as les autres qui sont en quantité un peu plus limitée, qui disent, non, moi, je sais trader, je sais analyser, je vais t'apprendre, etc. Donc moi, j'étais plutôt dans cette catégorie-là, donc Alors je disais pas aux gens. tu prends ces précautions oratoires et tu as raison de le faire parce que c'est vrai que quand on entend quelqu'un nous dire je vends des formations, ben, forcément, c'est tout de suite dans le CTFR en tout cas, c'est un Ouais, red flag. Pourquoi? ouais, Parce c'est que, ça. comme tu l'as dit, on en a vu des dizaines vendre des formations à des prix souvent, mais complètement dingues, pour des contenus qui, alors, il ne faut pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être, il n'y avait pas de contenu, donc on peut comprendre, mais aujourd'hui, tu as un contenu qui est pléthorique sur les réseaux et gratuit. Et donc, forcément, quand tu as un mec qui te vend une formation de plusieurs milliers d'euros pour un contenu que tu peux en vérité déjà trouver par ailleurs, a fortiori, si le mec en question n'est pas connu pour être vraiment bon dans ce qu'il fait, effectivement, ça a créé une narrative de vendeur de formation crypto, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que tu prends aussi cette précaution. Alors, bon, c'est vrai que le fait d'être formateur officiel dans une école, ça te permet d'avoir un tampon en disant je ne suis pas comme tous les autres escrocs, la preuve. Je fais une formation qui est. D'ailleurs, je crois que la formation DeFi que tu fais chez Alira, on y reviendra, elle a obtenu le label, elle est certifiée par le ministère du Travail. Donc, tu vois, toi, tu as le label, entre guillemets. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter les formations de Pascal. Attention qu'on s'entende bien. Ce n'est pas l'objectif. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça fait peut-être la différence avec tous les autres qui viennent nous promettre des milliers de pourcents avec des formations qui vont vous rendre riche. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que tu faisais cette petite intro. Ça, parce que ouais, le monde de la formation, comme le monde de la crypto du Forex, ça a une très mauvaise image. Surtout, alors moi à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tu n'avais pas les influenceurs, les Dubaï, les machins, donc c'était encore un peu nouveau. Mais aujourd'hui, effectivement, oui, formation égale scam. C'est vrai que dans la plupart des cas, que ce soit trading, e-commerce, c'est tous ceux qui te vendent en fait du rêve, voilà. Et donc moi à l'époque, j'avais décidé de prendre un chemin différent et ça a toujours bien marché pour moi. C'est aussi ce que je fais aujourd'hui. C'est la ligne suivante. Le savoir, les connaissances, en fait, ça doit être gratuit. Ça doit être partagé à tout le monde sur Internet. Par contre, le temps, c'est de l'argent. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que je ne vais pas vous apprendre à trader. D'ailleurs, je ne voulais pas former des débutants. J'explique tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc sur YouTube, j'expliquais tout, comment je tradais, comment j'analysais, etc. Par contre, ce que je dis, c'est voilà, maintenant, apprendre seul, c'est possible. Moi, je l'ai fait, d'autres le font. Apprendre avec quelqu'un qui peut t'aider à gagner du temps, te coacher, etc., etc. Ça, ça a de la valeur. Et donc, ce que je vendais, c'était plus ça, plus un accompagnement. Si tu voulais pas être accompagné, il n'y a pas de souci. Tu regardes ma chaîne YouTube, il y a tout dessus. Si par contre, tu veux que je prenne mon temps, que je t'accompagne, etc., là, du coup, tu payes. Donc, c'est sur ce créneau que je me suis lancé. Alors, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais finalement, ça a bien pris. Et puis, comme je te dis, j'étais un des seuls à le faire à l'époque. Mais donc, j'étais assez content. Alors, pourquoi faire des formations? Parce que le trading, si tu veux, alors on oublie la crypto, il faut se replacer dans le contexte du Forex. Aujourd'hui, avec la crypto, c'est vrai que même si tu commences avec 1000 euros ou 10 000 euros, il y en a qui sont devenus très riches, multimillionnaires, etc. Dans le trading classique, c'est impossible. Trading classique, c'était un super bon trader à l'époque, en tout cas, sur tout ce qui était FX, etc. Tu pouvais faire du 10, 15, 20, 30% par an. Allez, OK. Et il faut savoir que 10, 20, 30% par an, si tu enlèves les impôts et tout, il ne te reste pas grand-chose si tu n'as pas un énorme capital. Moi, comme ça, je n'avais pas un énorme capital, donc il était impossible pour moi de vivre du trading. Alors, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait des belles années. D'ailleurs, la première chose que j'ai acheté avec l'argent que j'ai pu gagner, la première année aussi s'est bien passé, c'était une voiture, parce que j'avais une petite voiture, c'était pas un truc super cher. C'est le cliché encore, mais j'avais cassé la voiture de ma mère et du coup, je me suis dit, bon, premier argent que j'arrive à générer, je rachèterai une voiture. Mais comme je dis, c'était pas des grosses sommes. Et puis surtout, c'était quand j'étais encore assez jeune, donc j'avais pas tous les frais que tu as aujourd'hui. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais j'avais pas d'enfant, j'avais pas d'attache, j'avais rien à payer, pas de loyer, quoi que ce soit. Je vivais encore chez papa, maman, enfin chez ma mère du coup. Et donc, si tu veux, c'était facile. Et je pensais que petit à petit, ça se passerait bien. Et finalement, j'ai réalisé que non, tu peux pas vivre du trading. En tout cas, c'est très compliqué, c'est très rare ceux qui arrivent. Il y a les raisons financières, il y a les raisons psychologiques aussi. Par exemple, un truc con, mais
si un jour tu es malade ou tu es déprimé, si j'étais jeune ou que j'ai eu des peines de cœur, des machins, enfin comme tout le monde, tu n'es pas dans les meilleures conditions pour trader. Quand tu n'es pas dans les meilleures conditions, tu peux faire des erreurs. Et puis le pire, c'est qu'en fait, le trading, ça te rend aussi esclave du trading si tu n'as que ça. Je te prends un exemple. Imaginons que tu as un capital de 30 000 euros et tu arrives à générer 10-20 000 euros par an. Super. Sauf que 10-20 000 euros par an, c'est assez pour vivre, mais pas assez pour capitaliser, pas assez pour mettre de côté. Et si au bout de 6 ans, tu en as marre du trading, parce que moi, ça m'est arrivé, au bout de 10 ans, j'en avais marre du trading, je voulais plus faire, je voulais plus passer mon temps derrière les écrans, ou je voulais plus analyser, j'avais envie d'autre chose. En fait, tu peux pas changer, parce que du coup, tu n'as pas mis assez de côté et tout et tout. Donc, l'idée aussi de créer des formations et d'autres activités autour, c'est pour avoir d'autres sources de revenus qui sont beaucoup plus stables. Et paradoxalement, quand tu fais de la formation, tu trades mieux pour plusieurs raisons. Déjà, tu apprends à d'autres personnes à trader, tu apprends des mécanismes, tu vois plein de trades, parce que tu as plein d'élèves qui te montrent leurs trades, etc. Donc, en fait, c'est comme une énorme base de données de laquelle tu apprends. Et mon trading, mes analyses se sont considérablement améliorées depuis que j'ai commencé à faire des formations. Et puis, mon trading s'est aussi amélioré parce que je n'ai plus le stress de perdre, de gagner. Là, je travaille toujours avec 2 personnes qui font des trading live. Donc, tous les jours, on est en live, on trade devant les gens, etc. On n'a rien à cacher. Et ils ont des bons résultats. Mais ils ont des bons résultats parce que ils n'ont pas le stress financier. Tu vois. Ils savent que de toute façon, à la fin du mois, il y a l'argent qui rentre. Donc, c'est Vincent et Thibaut, ils ont des super résultats. Il y en a un qui trade les actions américaines, l'autre qui trade les futurs américains. C'est où tu fais ça? C'est quoi parce que comme ça, je vais rajouter les liens en description parce que je connais pas cette partie de toi. Où on fait même des semaines de trading live. On en a fait une en Bulgarie. Pendant une semaine, on trade ensemble dans une salle. On était 8. Et en fait, on apprend par la pratique. En fait. Donc, on leur montre comment on trade. Tu m'enverras ton lien, comme ça, je le mettrai dans la description. S'il y a des gens qui s'intéressent de venir suivre ton travail, c'est trop bien. En tout cas, je suis assez d'accord. J'aime bien ta stratégie de dire on fournit un contenu gratuit. Et par contre, si vous voulez un accompagnement plus personnel, vous payez. Ça me semble pas du tout déconnant. C'est ce que je fais avec Alira aussi. C'est ce que je fais avec Alira. Je ne sais pas si tu vois, mais je partage toutes mes stratégies de partout avec toi, de partout sur YouTube. Oui, c'est vrai. Et en fait, on peut se dire, OK, mais à quoi ça sert de prendre la formation Alira? En fait, si tu veux juste t'auto-former, il n'y a pas de souci. Tout est sur Internet. Maintenant, si tu veux quelqu'un qui encadre le savoir, qui t'aide. Moi, je fais des lives 2 fois par semaine avec les élèves, donc je réponds aux questions, je les aide, etc. Il y a des débutants, je leur fais les étapes pas à pas de la stratégie. Donc, si c'est ça que tu veux, ça me prend du temps, c'est aussi toutes les connaissances que j'ai pu accumuler depuis 7 ans dans la crypto. Ça, du coup, effectivement, c'est payant. Ouais. Mais sinon, tu peux le faire. C'est normal parce que de toute façon, tu pourras jamais te contenter de la théorie, c'est pas possible. Donc voilà, après, c'est un coût, mais ça coûte combien tes formations à peu près? Parce que on n'a pas d'idée, mais à peu près, mais ça coûte combien si je veux bosser avec Pascal, par exemple? Alors, la formation Alira facture, Alira la formation. Pas par Alira. Pas par l'IRA. Peut-être tu continues. Ou à l'époque où tu vendais justement tes formations, c'était combien? Non, là, les formations qu'on vend, là, donc à DM Trading, je ne sais même pas les prix. Je crois que c'est entre 2 et 3 000 euros, 4 000 euros. Moi, je ne m'occupe plus de DMT. Okay. C'est pour combien de temps et à quoi pour ça à peu près? En fait, donc un peu comme à l'IRA, tu as une petite pré-formation où tu apprends les bases, donc comment utiliser une plateforme de trading. C'est des plateformes de trading particulières sur les futurs. Ensuite, tu as la formation qui dure 4 semaines. Donc, un peu comme à l'IRA, c'est de l'asynchrone. Donc, tu as un cours d'1 semaine. Ensuite, tu as 2 lives pendant la semaine pour répondre aux questions. Et ça dure 4 semaines. À la fin des 4 semaines, c'est que des trading live tous les jours. Donc, du lundi Alors, pas le vendredi. Donc, c'est du lundi au jeudi pour Vincent et du lundi au vendredi pour Thibaut. Et donc, Thibaut, lui, alors, c'est très intéressant. On pourra peut-être en reparler une autre fois. Lui, il trade les small caps, mais pas crypto. Du coup, il trade les actions en analysant en fait les flux de volume. Et ça fait un moment que je lui demande. Un peu comme le loup de Wall Street, non? C'est ça qu'il faisait. Je sais lui. Pas. Non, non, c'est différent, Ah ok. Parce que lui, il faisait ça. Enfin, en tout cas, je me souviens du film. Lui, si tu veux, il va analyser les volumes. En fait, si tu veux, pour faire bouger une action, enfin pour faire bouger un actif, il faut que tu aies des acheteurs. Et donc, tu as des actifs sur lesquels tu as des volumes, on va dire, moyens. Et puis, tu peux suivre en fait l'évolution des volumes. Des fois, tu as un afflux massif de volume sur une action. Et donc là, tu te tiens, pourquoi? Et donc, en fait, c'est un peu comme si tu suivais la trace de l'argent. Tu vois, tu peux suivre l'arrivée, la sortie des volumes. Donc, lui, c'est ce qu'il fait. Il va suivre un peu la trace de l'argent. Il suit les volumes. Et puis, quand il s'intéresse à un secteur en particulier, s'il y a des volumes forts qui arrivent sur une action, il va l'acheter à l'open. Et puis, c'est tout. Donc, il fait plutôt du day trading sur action US, mais sur des petites capitalisations. Et donc, ce que je lui demande depuis un moment déjà, c'est viens, on se prend une petite semaine. Pardon. Et puis, on essaie de voir si on ne pourrait pas l'appliquer au marché crypto.
le problème des marchés crypto, c'est les données. C'est-à-dire que lui, les données, c'est les marchés actions, c'est un marché centralisé, régulé. On a accès du coup via les API à toutes les données, les volumes, des ordres et tout. Enfin, c'est extrêmement facile d'accès aux données. Comme tu sais, sur les marchés crypto, certes, les volumes dans la DeFi, tu as accès à tout ce qui se passe sur la blockchain. Après, pour avoir accès au volume de toutes les places d'échange, il faut passer par pas mal d'API. Donc, il faudrait qu'on regarde un peu tout ça. Mon intérêt, c'est est-ce que ce qu'il fait sur les actions, ce serait reproductible sur la crypto. Et pour Vincent, pareil, lui, il trade les futurs, donc Nasdaq, S&P 500. Donc, c'est du scalping. Il va rester en position pendant quelques secondes à quelques minutes. Alors, lui, il trade un peu différemment. Il trade avec ce qu'on appelle l'order flow. C'est-à-dire qu'en fait, il va analyser le flow des ordres. Donc, en gros, il regarde les carnets d'ordre, il regarde après d'autres indicateurs qui te montrent où sont les achats, les ventes, etc. Enfin, bref, en gros, ce qui se passe. Et ça l'aide ça lui permet d'identifier les zones dans lesquelles il veut interagir, à l'achat ou à la hausse, enfin à l'achat ou à la baisse. Et ensuite, il va analyser finalement l'état du marché. Si on est dans un range, il ne va pas chercher midi à 14h, il achète le bas du range, il vend le haut du range. Si on est en tendance haussière, il va acheter les cassures, il va acheter les pullbacks. Donc, il utilise ça avec ses outils. Et donc, je lui ai dit, pareil, on pourrait regarder peut-être les futurs BTC, les futurs ETH, des futurs sur lesquels il y a de gros volumes, pour voir si peut-être on ne pourrait pas appliquer ce qu'il fait sur les marchés tradis à la crypto. Comme tu sais, ça prend quand même du temps, il faudrait qu'on se place une semaine. Donc peut-être cet été, quand on est entre guillemets en vacances, j'ai pour objectif d'aller les voir et voir si… voilà. Donc voilà en gros ce qui se passe. Et donc à la fin des 4 semaines de formation, c'est que des live trading du coup. Donc c'est la session américaine, donc c'est que les après-midi. Et puis voilà, donc ça dure 1 heure, 2 heures chaque live de trading. Donc c'est toujours coupé en deux. La partie où tu as le formateur du coup qui trade. Et puis ensuite, tu finis la journée. Puis après, c'est les autres. Ils peuvent poser des questions, dire bah, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses et tout. Ok, très cool. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà acheté une formation et est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous n'avez pas kiffé. Mais c'est vrai il y a un marché. Tu sais, moi, je pense que la formation, il n'y a rien de mauvais en fait dans la formation, mais il y a du mauvais dedans. Et donc, effectivement, Ouais. voilà, non, mais c'est vrai, dans le principe, la formation, c'est la base. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi-même, je pense que moi, j'ai jamais acheté une formation de ma vie. Enfin, si, à l'IRA, mais j'ai pas payé. Mais tu vois, pour le coup, c'est pas pareil. À l'IRA, genre, c'est une école. Tu vois, c'est pas pareil que si tu achètes une formation à un influenceur ou à un trader. Moi, je sais pas, je suis encore un peu bloqué là-dessus. En fait, c'est juste parce que si je te dis, tiens, j'ai une formation à te vendre pour apprendre à utiliser un appareil photo ou pour jouer au foot, tu vas l'apprendre. Tu vois, on va tous dans des clubs. Enfin, moi, j'étais dans des clubs pour apprendre le foot. J'aimais le foot quand j'étais petit et tout et tout. Par contre, les formations pour apprendre à gagner de l'argent, c'est là où c'est touchy, en fait. Ouais. Parce que, en fait, la plupart du temps, ce que quelqu'un attend, c'est que la personne qui vend une formation soit légitime. Donc, c'est pour ça que tous les influenceurs disent bah, regarde, moi, j'ai gagné de l'argent avant, maintenant, je t'apprends. Oui. En fait, ça, pour moi, c'est pas la bonne approche. Alors, bon, je vais pas dire je suis légitime et tout, c'est trop facile, hein, je vais pas parler de moi. Mais moi, ce que le monde de la formation m'a appris, c'est que le plus important, c'est pas forcément que la personne qui t'apprenne les choses soit légitime et qu'elle ait fait dans le passé, qu'elle ait réussi elle-même dans le passé à faire ce qu'elle t'apprend. Ce qui est plus important, c'est est-ce que la personne qui t'apprend est capable de faire de toi un trader gagnant ou quoi que ce soit. Et je prends tout le temps le même exemple des entraîneurs de foot, de tennis, etc. Le plus important, c'est quoi? Est-ce que tu préfères être entraîné par Federer ou par l'équipe qui a entraîné Federer? Alors, c'est très démago ce que je dis. Ça veut dire, mais alors, tu n'as pas besoin d'être un bon photographe ou un bon trader pour faire apprendre la photo ou pour faire apprendre le trading. En fait, si, l'apprentissage, la première des qualités, c'est la pédagogie, c'est aussi être capable de se mettre à la place de l'autre personne, je ne sais plus le mot en français. L'empathie, voilà. Et la pédagogie, empathie, c'est le plus important. Et puis de ne pas scammer les gens, quoi. Donc, si tu te présentes comme un gars qui a fait fortune dans le e-commerce, dans le trading, et que tu fais des formations, ça, c'est pas bon. Si par contre, tu dis aux gens la vérité, voilà, moi, je ne vis pas du trading, je sais trader, j'ai des choses à t'apprendre, je suis pédagogue, j'arrive à transformer des élèves, enfin des gens en traders successful. Alors, pas tous, hein. C'est loin de là, tu as toujours un taux d'échec très important dans le trading puisque c'est la psychologie. Et donc, voilà. Donc, c'était pour la petite. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose dans le monde de l'entreprise, notamment entre la partie commerciale et manager. C'est-à-dire que les meilleurs managers n'étaient pas. Je parle dans une équipe commerciale. Ouais, c'est vrai. Le manager est loin d'être le meilleur commercial. Moi, par exemple, j'étais un plutôt bon commercial, mais je n'étais pas le meilleur à l'époque. Alors qu'en tant que manager, je me suis révélé comme étant plutôt bon. Et inversement, il y avait des cracks en commercial. Ils vendaient, mais à tour de bras. Et quand on leur a proposé de devenir manager, bon, déjà, certains ne voulaient pas parce que
C'est pas pareil de gérer des clients et de gérer des collaborateurs. Et puis certains, ils ont dit OK pour le management et en fait, se sont avérés, mais genre nuls, tu vois, genre une perte totale pour l'entreprise. On aurait dû les laisser commerciales. Donc voilà, je fais une petite analogie avec ça parce que je suis assez d'accord. Mais ok, d'accord, très bien. Donc, en tout cas, voilà, sur la formation, voilà, je répète à celles et ceux qui nous écoutent, voilà, faites attention, vérifiez qui forme, hein, et puis surtout, peut-être aller demander des références. Peut-être c'est bien aussi de faire comme ça, aller demander à des gens qui l'ont déjà faite, la formation, pour savoir si ça leur a plu, si ça leur a été utile, etc. Et puis vous confrontez les avis, puis après vous vous lancez si vous voulez, quoi, tu vois. Mais voilà, ne cédez pas aux sirènes de Instagram avec un mec à Dubaï qui va vous dire faites fortune grâce à moi. Voilà, faites attention. Alors donc, investisseur, formateur, et puis surtout, tu t'es fait un petit peu connaître comme étant celui qui a réussi à décentraliser ses finances. Moi, ça, c'est ce que j'ai vu un petit peu dans certaines de tes interventions, où tu prétendais qu'aujourd'hui, tu étais quasiment complètement débancarisé. Tu travaillais, tu vivais quasiment qu'avec la DeFi. J'ai envie qu'on parle de ça ensemble. Pourquoi ? Comment ? Et puis, ouais, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'est venu cette volonté c'est de la suite. décentraliser tes finances. C'est la suite de la formation. Donc, j'ai commencé à faire d'autres activités liées au trading, développer une plateforme de trading, développer aussi des arcades de trading. Enfin bref, on va passer dessus parce que c'est pas intéressant, en tout cas pour la DeFi. Et puis, donc on lance une plateforme de trading qui s'appelait Jarvis Trader à l'époque. Ce qui fonctionne bien. Donc, on a pas mal d'utilisateurs, enfin pas mal en tout cas à nos débuts. Et puis, il y a un groupe d'investisseurs qui vient nous voir un jour. Donc, entre-temps, je suis parti en Bulgarie. Donc, il y a un groupe d'investisseurs qui vient nous voir en Bulgarie, qui connaissait la plateforme, qui me dit on aime bien cette plateforme, on veut investir. Donc, c'était des gens très connus dans l'écosystème trading, brokerage et tout. Donc, c'était un peu le Steve Jobs, si tu veux. Enfin, pour moi, c'était un Steve Jobs. Donc, je suis putain, Steve Jobs qui veut investir dans la boîte et qui veut rejoindre, pas de souci. Donc, on les a accueillis et quand ils sont rentrés dans la boîte, ils nous ont dit bon, par contre, il y a un truc qu'il faut vraiment que vous regardiez, c'est les cryptos. On était fin 2016 et ils commençaient à nous bassiner les oreilles avec le Dash, l'Ether et tout. Et si tu veux, moi au début, j'étais assez réfractaire. J'avais entendu parler bien sûr des cryptos comme tout le monde, mais ça m'a jamais vraiment intéressé. La seule fois où ça m'a eu intéressé, c'était vraiment il y a très longtemps, c'était peut-être en 2014 ou 15. Et j'avais lu un peu vite fait ce que c'était et j'avais voulu tester. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les wallets comme aujourd'hui. Et donc, rien que télécharger, alors j'avais fait l'erreur, je n'avais pas téléchargé un wallet, j'avais téléchargé un client, le client BTC. C'est impossible de comprendre comment ça fonctionne. J'avais tout laissé tomber. Je suis laisse tomber, c'est pas pour moi. Je comprends rien. Et du coup, j'ai laissé tomber. Et donc il me reparle de tout ça. Et j'aime pas ça en fait. C'est-à-dire que moi, je viens du monde tradi. Et donc, comme tout gars dans la tradi, je suis au début, comme tout le monde, très con. Je vais lancer de la merde, m'emmerde pas avec tes trucs à la con de digital, je sais pas quoi. Et surtout, quand tu as quelqu'un qui te. Comment on appelle ça qui te le dit tous les jours, au bout d'un moment, tu en as marre et limite, ça fait l'effet inverse. Tu vois, c'est un peu comme le wokisme où finalement, en ce moment, tu as l'anti-woke. Pourquoi ? Pas parce que ce que disent les gens woke, c'est pas bien, mais parce qu'il y a eu cette espèce Enfin, c'était tout le temps, tous les jours et un peu trop abusé. Donc là, c'était pareil. Donc j'étais un peu en mode ça m'intéresse pas. Et puis, ça a duré quand même plusieurs semaines, voire des mois. Et puis, un jour, du coup, le gars que je considérais comme Steve Jobs me fait tu sais quoi, tu me déçois. Je suis vraiment déçu que tu n'aies même pas la curiosité intellectuelle de serait-ce que lire. Voilà. Prends-toi un après-midi et lis. Et en fait, quand tu déçois les gens que tu respectes, donc il a trouvé les bons mots. J'ai dit putain, merde, j'ai pas envie de décevoir, je suis vraiment un con. Allez, je vais lire un peu. Et la première chose que j'ai lue, c'était un peu sur Bitcoin, mais surtout sur BitShares. C'était une plateforme de smart contracts qui voulait faire de la DeFi avant l'heure. Donc, tu avais déjà du BTS USD, donc c'était de l'USD tokenisé. Tu avais des actions tokenisées déjà à l'époque, on parle de 2017 quand même. Tu avais de l'immobilier, je me rappelle, tu avais aussi des droits d'auteur de chanteurs. C'était n'importe quoi, enfin, c'était tout. Et là, je suis waouh, c'est génial, une technologie sur laquelle tu as donc, ce qu'on appelle un ledger, donc je ne sais pas comment dire en français, une sorte de livre de compte, un registre, sur lequel tu as tous les actifs, ce qui veut dire que quand tu as tous les actifs sur un même registre, ils sont tous interopérables. Ce n'est pas comme dans la finance traditionnelle où il faut que tu aies un compte sur un broker pour trader le FX, un compte chez un courtier pour acheter des actions, un compte chez un courtier pour trader machin, un compte pour ouvrir une assurance vie, enfin, tu vois, un truc comme ça où tu as tes données, elles sont éparpillées de partout. Et j'aime cette idée
entre guillemets, de centralisation où, en fait, toutes tes données sont centralisées sur ton wallet, tout ton argent est centralisé sur ton wallet, et depuis ton wallet, tu peux accéder à toutes ces opportunités. Donc, je tombe littéralement amoureux de cette technologie, alors plutôt, du coup, smart contract BitShares. Du coup, après, comme tout le monde, je découvre Ethereum. Moi, j'ai commencé par BitShares, du coup, pas par Ethereum, la petite particularité. Et puis ensuite, comme tout le monde, je me dis, allez, c'est parti, je vais commencer à acheter de la crypto. Donc à l'époque, les premières cryptos que j'ai achetées, c'est assez marrant le chemin que j'ai utilisé. Donc j'avais de l'argent sur PayPal et je n'avais pas d'argent sur mes comptes bancaires à l'époque. Et toujours aujourd'hui. Et la seule manière pour acheter des cryptos via PayPal, c'était d'acheter d'abord des Linden Dollars. C'était la monnaie virtuelle du jeu vidéo Second Life. Donc, j'allais sur un site qui s'appelait Wurtox, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un truc comme ça, ou Wurtox, un truc comme ça. Et donc, j'ai acheté avec PayPal, j'ai acheté des Linden Dollars, mais j'étais limité à $90 par jour au début. Donc, j'ai acheté $90, $90. Ensuite, avec ces Linden Dollars, je pouvais acheter du Bitcoin sur Wurtex. J'envoyais ces Bitcoins sur Poloniex. Et sur Poloniex, j'ai acheté d'autres cryptos parce que je ne voulais pas acheter du Bitcoin. Et pourquoi je ne voulais pas acheter du Bitcoin? Parce que pour moi, c'était trop haut. C'est quand tu regardais le graphique du Bitcoin, je ne sais pas, il était à combien? Il était peut-être à $800. Et je suis jamais de la vie, j'achèterais ça. Ethereum, pareil, c'était à 16 ou $30. Jamais de la vie, je toucherais à ça. Et du coup, la première crypto que j'ai vraiment acheté, c'était du Ripple. Parce qu'en fait, j'étais sur Poloniex et j'ai juste cliqué sur, pas filtrer, mais sortez, comment on dit afficher. Trier par prix. Et le prix le moins cher, c'était Ripple. Et je sais, tu sais quoi, je sais comment j'ai devenu millionnaire. Ce que tu dis est très intéressant pour ceux qui nous écoutent parce qu'en fait, aujourd'hui, ça va. Je pense que beaucoup ont compris que le prix d'une crypto ne veut rien dire. Si tu ne mets pas en perspective avec le nombre de tokens total, eh bien, ça ne veut rien dire. À l'époque, d'ailleurs, Ripple, je crois, il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils ont choisi le prix du Ripple et ils l'ont mis ultra bas, justement pour, dans l'inconscient collectif, le tien d'ailleurs à l'époque, être beaucoup plus bas que Bitcoin. Et donc, ça a attiré tous les gens qui se disaient Bitcoin à tant de dollars, c'est trop. Je préfère acheter du Ripple. Et en fait, les gens ne faisaient pas le calcul, forcément. Ils voyaient juste, ça vaut 0,000. Si ça atteint le prix de Bitcoin, je fais 1 fois 10 000. Et en fait, c'est ça encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis, les copains, tu as encore des débiles. Enfin, moi, je pense que c'est des débiles, mais bon, après, ça n'appartient qu'à moi, qui vont sur des sites que vous avez tous vus, où ils prennent une crypto et ils disent, s'il atteint le market cap de ça, voilà le prix que ça va atteindre. Avec ce raisonnement très fallacieux, évidemment, ils sous-entendent que vous pourriez faire un fois et que c'est la crypto sur laquelle il faut rentrer. Donc voilà, faites attention au prix et puis surtout, avant de rentrer dans un projet quel qu'il soit, renseignez-vous sur les métriques de base. Vraiment, je ne vous demande pas d'être un crack en tokenomique, mais au moins la fully diluted value, donc la valeur totale de toutes les cryptos par rapport au prix actuel, le market cap pour voir ce qui est en circulation, un minimum d'allocation pour voir où sont les cryptos, quand est-ce que c'est la prochaine libération pour les teams et tout. Ça peut vous permettre d'éviter de vous prendre un bash dans quelques semaines. Et puis voilà, donc le prix de la crypto, à l'époque, c'est vrai que j'entendais beaucoup qui me disaient non, achète ça, ça vaut quelques centimes, c'est mieux, alors que c'est complètement débile. Mais vas-y, je te laisse continuer parce que c'est vrai que ça me rappelle beaucoup de témoignages de l'époque. Et en fait, ma stratégie était simple. Alors moi, je ne pensais pas que le prix du Ripple allait valoir le prix du Bitcoin. Ma target, c'était $1. Et en fait, je me disais, si j'achète 1 million de ce token et qu'il va à $1, je deviens millionnaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon pré-portefeuille. Donc, j'ai acheté du Dogecoin. J'avais 8 millions de Dogecoin à un moment donné. Bon, ça valait pas grand-chose, bien sûr. J'ai acheté des trucs bizarres, du Redcoin, du Whitecoin, enfin bref, tous les trucs comme ça. Mais ça s'est très bien passé puisque ICO, période oblige, tous les marchés montaient. Et donc, les quelques petits milliers d'euros, je crois que j'avais investi un truc comme 5 ou 10 000 euros en tout. À un moment donné, je crois, au top de l'ICO, je devais avoir un truc comme 300 ou 400 000 euros, enfin dollars. Donc j'étais comme un cochon, j'étais super content, ça y est, j'ai mes kits, super et tout et tout. Et là, on fait un peu de psychologie parce que on ne sait jamais, ça peut nous arriver, même si ça devient de plus en plus compliqué de faire des multiples aussi importants, parce qu'il y a de plus en plus de tokens, parce que les institutionnels sont rentrés. Bref, il y a plein de raisons, mais on n'est pas à l'abri de passer de quelques milliers à quelques centaines de milliers. Donc là, à ce moment-là, c'est quand même très
enfin, là, la dopamine, elle est au maximum. Comment tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu es plus dans une optique de dire, OK, il faut consolider parce que j'ai peur? Ou est-ce que tu te dis, non, non, mais en fait, ça peut continuer, donc on va chercher les 5 millions? Comment tu vois le truc, sachant quand même que tu as déjà quand même une expérience de trading avant sur d'autres marchés, donc tu n'es pas non plus un newbie, hein, donc Ouais, raconte-moi mais un le peu. trading, c'est différent parce que le trading, en fait, tu trades un scénario. Alors, ça aussi, c'est important. Le trading, c'est pas de la prédiction. C'est pas des gens qui lisent l'avenir. En fait, le trading, c'est tu regardes les marchés et tu sais jamais ce qui va se passer. Par contre, tu peux créer deux, trois scénarios. Tu dis, voilà, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, ou il pourrait se passer ça. Ensuite, tu crées des stratégies qui exploiteraient les scénarios. Et en fonction du scénario qui se met en place, tu exploites cette stratégie. Donc, tu sais que tu achètes là et que tu devrais sortir à peu près là. Donc, ça, c'est du trading. Tu ne restes pas en position longtemps. Par contre, l'investissement, je n'avais jamais investi et surtout, je n'avais jamais connu ce type de multiple. Comme je sais, avec le trading, tu fais 10, 20%, 30% par an. Là, je me rappelle, le white coin, j'ai fait 3400%. Alors, c'est des petits trades, c'est des trucs à 100 euros, mais 3400% sur 2-3 semaines. Je me rappellerai toute ma vie le premier trade 400 que j'ai fait. Donc, si tu veux, tu oublies tout ce que tu savais avant, le trading, la raison et tout et tout. Et quand tu dépasses déjà les premiers 100 000, tu dis, OK, j'ai toujours entendu que les 100 000 de capital, c'est les plus compliqués à toucher. Et quelque chose qui est très intéressant et important à dire aussi, parce qu'on pourrait penser, c'est quand je dis, ah, j'ai enfin make it, OK, c'est-à-dire que depuis qu'il a créé ses boîtes et tout, il n'a jamais make it. En fait, il faut se mettre dans Donc, moi, j'ai pas eu d'éducation financière où on t'apprend à économiser et tout et tout. Moi, quand j'ai créé ma boîte et du coup, après mes boîtes, ça a toujours très bien marché. J'ai bien gagné ma vie. Par contre, j'ai jamais investi parce que, bon, étant sur la Côte d'Azur, du coup, bah, l'immobilier est extrêmement cher. Et étant entrepreneur, je n'ai pas accès au crédit. Ce qui veut dire que si je devais investir, par exemple, dans l'immobilier, alors je n'avais pas pensé à tout ce qui était SCPI et tout, ça ne m'intéressait pas tout ça à l'époque. Bah, il fallait mettre vraiment gros. Enfin, je pouvais pas emprunter à la banque. Donc, si tu veux, l'immobilier, ça m'a jamais intéressé. Les actions ne m'avaient jamais intéressé non plus parce que il y avait les dividendes et tout, les portefeuilles long terme. Mais moi, j'étais plus dans l'action. Donc, si tu veux, l'argent que je générais, je savais pas trop quoi en faire. Donc, il restait en fait sur mon compte et en fait, je dépensais. Donc, j'étais assez dépensier. Donc, si tu veux, j'ai jamais vraiment. Bon, j'ai pas tout dépensé non plus. J'étais pas à la rue. Mais j'ai jamais gardé l'argent que j'ai gagné. Et donc, le Et fait tu dépenses dans d'avoir quoi alors? Tu sais quoi? Tu fais des folies? C'est quoi ton plus gros kiff? Ben C'était. moi, mon kiff, c'est le voyage. Donc, je voyageais beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti en Bulgarie. Je suis pas parti pour des raisons fiscales. Je voyageais partout, en Europe en tout cas. J'adore les road trips. J'adore, bah, je m'habillais, donc j'aimais bien faire du shopping. Je sortais, etc. Enfin, j'ai pas à me plaindre de la vie que j'ai vécue. Maintenant, j'ai pas acheté des trucs de fou. Tu vois, j'ai pas acheté une Ferrari, j'ai pas acheté une Rolex, etc., etc. C'était des petites dépenses à droite à gauche, voilà, en mode tu es libre, quoi. Bon, après, tu avais aussi les impôts et tout à payer, les loyers sont élevés là où j'habitais, enfin bref. Et du coup, c'était la première fois que j'avais autant de zéros, tu vois, sur un portefeuille. Et donc, en fait, bah non, ça m'a fait perdre la tête. Et en fait, j'ai commencé à me dire, OK, il faut plus qu'un petit x2 pour aller au million. Et je pense que ça arrivait à tout le monde. Je me disais, allez, au million, je déconne pas, je vends. Mais ça, tu vois, je l'avais déjà fait à 100 000. Quand c'était à 100 000, je dis, bon, si j'arrive à 100 000, je déconne pas, je vends. Et puis après, si j'arrive à 200. Et finalement, tu reposes toujours parce que tu es dans l'euphorie collective et à ce moment-là, tu te dis jamais ça va redescendre. Alors maintenant, bien sûr, avec l'expérience, quand tu regardes après coup, tu te dis putain, j'ai été con, j'aurais dû. Mais c'est ça qui est, je pense, intéressant dans la crypto, c'est qu'en fait, c'est que des j'aurais dû. Et avec tous les j'aurais dû, on serait tous multi-méga millionnaires. Et en fait, la réalité de la crypto, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment make it. On est beaucoup à avoir eu beaucoup d'argent à un moment donné, mais en fait, qui a vraiment vendu? Et c'est très, très peu. Et donc, aujourd'hui, j'ai mes kits grâce au DeFi Summer. Ça, on en parlera peut-être après. Mais mon premier cycle crypto, eh ben, les 400 000, ils sont redescendus. Et puis, à la fin, il me restait plus que 3-4 000. Et puis, c'est tout, quoi. J'avais plus que mes Mais yeux pour pleurer et j'étais dégoûté. Et là, tu passes en mode dépression parce que tu te rappelles ce que tu avais. En fait, le pire, c'est pas de se rappeler ce que tu avais, mais les plans que tu faisais. Ah, avec cet argent, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. Bref. Mais toi qui avais déjà une expérience, une forte expérience trading avant, est-ce qu'il n'y avait pas, parce que tous ces biais liés au nombre, de se dire, tu disais pour le XRP, c'est quelque chose qui coûte pas cher, ben si je fais encore x2, j'atteins le million. Est-ce qu'il n'y a pas déjà,
ces biais, c'est déjà connu dans le trading. C'est quelque chose que toi, tu n'avais pas déjà l'expérience? Non, dans le trading, c'est très différent. Tu es déjà sur un trade, tu vas pas le tenir jusqu'à 1 million. Moi, le trading que je faisais, j'essayais de gagner 1,5 à 2 fois mon risque. Donc, c'est très différent. Par exemple, sur un trade, tu vas risquer 200 euros. Donc, tu as une cible. Alors, après, tu ne trades jamais avec des objectifs. C'est-à-dire que tu trades en fonction du marché. Tu te dis, bon, Ouais, il y a j'aimerais moins bien d'ancrage avec les prix, en fait, c'est ça? beaucoup moins. En fait, pour moi, en tout cas, après, ça, c'est mon expérience personnelle. Le trading, l'argent du trading m'a jamais monté à la tête ou je me suis jamais dit, ah, je vais laisser mon trade tourner parce que peut-être que demain, je pourrais avoir le double. Déjà, parce que c'est des plus petites sommes, tu vois. C'est comme si quand tu prends un trade avec un risque de 100, 200 euros, au mieux, sur un trade qui se passe bien, tu vas gagner 100, 150, 200, 300. Et puis, tu dis, ah, peut-être que si je pousse un tout petit peu, allez, j'irai peut-être chercher du 600 euros. Donc, tu vois, c'est pas non plus des sommes qui vont te monter à la tête. Là, c'était la première fois que j'avais des swings de portefeuille où des fois le portefeuille prenait 20 000 euros en quelques heures. Tout. Enfin, donc c'est ça qui m'est monté à la tête. Et j'ai fait comme tout le monde, l'euphorie collective. Et puis je me suis laissé porter par la vague. Ok, donc Et là, du c'est ton coup, premier run. Et donc après, donc tu nous parles de la DeFi Summer, mais d'abord, donc tu as un bear market là. Donc en gros, on est en 2018 à 2020 à peu près. Enfin, en gros, juste avant. Enfin non, en fait, le pic, le bottom, c'est vraiment la crise du Covid, hein, où là, tu as Bitcoin qui va taper les 3800, 3600 dollars, je crois. Et puis ensuite, tu vas avoir une phase haussière quasiment ininterrompue jusqu'en 2021, quoi, grosso modo. Et donc là, par contre, tu make it. Alors pareil, donc là, quelle expérience tu as du précédent bull run et comment tu fais en sorte que ce cycle-là soit porteur? Non, pas du tout. toutes Alors les mêmes vas-y, heures. Les mêmes j'adore. heures, mais la différence, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, tu sais, j'ai pas envie de dire je suis plus intelligent que les autres. J'ai mes kits parce que j'ai parfaitement joué mon cycle. D'ailleurs, je te l'ai dit la dernière fois, j'ai très mal joué ce dernier cycle-là. Le meilleur cycle que j'ai fait, c'est celui qui était avant celui-ci, celui de fin 2013, début 2014. Là, j'ai 2024. Enfin, donc fin 2023, début 2024. Mais non, sur le deuxième cycle, pareil, j'ai fait n'importe quoi. Donc, il me restait à peu près 3-4 000 balles en dollars. J'ai all-in en 2019 sur un projet que j'avais trouvé sur Twitter qui me parlait beaucoup. C'était Synthetix. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Synthetix, on pouvait faire du levier. C'est-à-dire que tu avais du SNX, tu pouvais le stacker, emprunter des SUSD. Et en fait, quand tu stackais les SNX pour emprunter du SUSD, tu étais payé en SNX et le rendement était absolument abyssal. En tout cas, à l'époque, en 2019, je crois que le rendement, c'était entre 30 et 40% de rendement. Il faut se remettre dans le contexte. C'était avant le DeFi Summer, c'était avant les tokens CRV et tout et tout. C'était à l'époque où les rendements qu'on pouvait avoir dans la crypto, ça flirtait avec les 5, 10, 15%, pas plus, quoi. Et donc là, il y a ce projet qui paye 30%. Mais la chance que j'ai eue, c'est que les tokens, tu ne peux les récupérer que dans un an. Donc, je stack 3 000 $ de SNX, j'emprunte des SUSD. Et avec les SUSD, qu'est-ce que je fais? Écoute, ma foi, j'achète encore du SNX. Donc, je fais une boucle qu'il ne faut surtout pas faire du coup, une boucle à levier. Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai fait quand c'était très bas. Et donc, en fait, au plus je fais de boucles et au plus le prix monte et au plus je peux continuer à faire de boucles, au plus je stack de SNX et au plus j'accumule du SNX qui sera débloqué dans un an. Et c'est ça qui a fait la première grosse somme d'argent que j'ai récupérée, puisque bien sûr, ensuite, le DeFi Summer est arrivé. Alors déjà, ma position sur SNX a commencé à bien grossir, jusqu'à un petit x10, et puis je l'ai tenu encore même un peu plus. Et puis ensuite, j'ai commencé à réinvestir. Donc, j'ai vendu une partie des SNX. J'ai commencé à réinvestir dans d'autres projets qui n'avaient pas encore décollé. Encore une fois, on est vraiment avant l'explosion finale du DeFi Summer. Donc, j'ai commencé à remettre un peu sur AAV. Donc, c'était avant l'explosion. Après, dans la communauté SNX, il y avait plein de gigabrain, donc des gens très intelligents, et dont un gars qui s'appelait, je ne me rappelle plus son nom. C'est un mec super connu sur Twitter qui a disparu de Twitter. Sa photo de profil, c'est le mec de 300 avec les 2 lunettes Bitcoin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, ce mec-là, un jour, il vient chiller dans la communauté SNX un projet qui s'appelle Rune. Celui qui est parti à zéro là, il n'y a pas longtemps. Et donc, il dit Rune, les gars, on va travailler. Il y aura un rapprochement SNX Rune parce que les 2 fondateurs sont australiens, etc. Donc, moi, je mets de l'argent dans Rune. Pareil, Rune explose. Enfin, c'était vraiment au tout début. Et puis, donc là, je suis content. Et puis ensuite, donc, le DeFi Summer arrive. Donc, le SNX explose littéralement. Moi, j'ai commencé à l'acheter. On était à 11 centimes.
Au top, on était à 26 $, donc je te laisse imaginer. Et surtout, comme je t'ai dit, un an s'est passé. Donc tous les SNX que j'avais bloqués commencent à se débloquer. Et en fait, j'ai été un holder forcé. Donc pendant toute l'année où j'ai farmé ce SNX, le SNX a fait x20, x30. Et donc les 30% de rendement, en fait, sont devenus 30% x 30. Donc c'était du 1000 et quelques pourcents. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment récupéré une grosse somme d'argent. Et ensuite, là où ça m'a vraiment bien mis, donc il y avait un mec que je regardais, que je suivais sur Twitter, qui est un peu controversé, controversé, qui a plein de problèmes. Je ne me rappelle plus encore aussi son nom, je crois que c'est Richard quelque chose. En fait, c'est un mec qui est schizophrène, mais vraiment schizophrène. Et peut-être que tu t'en rappelles, c'est le gars qui a intenté un procès à Hayden de Uniswap, parce qu'en fait, c'est le mec qui a hébergé Hayden. Il a rencontré Hayden aux États-Unis. Je ne sais pas comment on dit, c'est Hayden peut-être. Et en fait, il a incubé un peu Uniswap au début. Quoi. Il a aidé, il a fait rencontrer les gens dans l'Ethereum Foundation et tout. Il a aidé sur le design, etc. Et qu'est-ce que je disais et donc, si tu veux, ensuite, ils sont séparés, ils sont pris la tête. C'est aussi le mec qui avait créé un wallet qui s'appelait Balance.io, qui ensuite a été forké en Rainbow, pour ceux qui connaissent. C'est aussi lui qui est à l'origine de Wallet Connect, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un mec qui est un pur génie de l'expérience utilisateur. C'est un mec qui est brillant, qui a beaucoup d'idées, mais le problème, c'est qu'il a des problèmes psychologiques, il est schizophrène, et du coup, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça se passe mal avec ses associés et il ne sait pas. Mais à part ça, moi, comme j'ai toujours adoré ce mec-là, je commence à le suivre, et un jour, il refait la deuxième chose, il refait un Uniswap, sauf qu'il le fait avec Curve. Donc en fait, il découvre Michael de Curve. Alors pareil, Michael, au début, c'était personne, c'était un tech guy assez brillant. Et en fait, donc, il incube Curve pareil. Donc c'est avec lui qu'il commence à créer le design et tout. Et donc, il en parle, ce mec-là, sur Twitter. Il dit je vous présente le nouveau projet que j'ai, ça s'appelle Curve. C'est pour des stablecoins. C'est prodigieux. Et la TVL, c'était un truc comme 30 000 $ sur Curve. Et du coup, je dis, vas-y, je mets 10 000 $ dessus. Donc, je mets 10 000 $ au tout début de Curve. Et le rendement à l'époque, il n'y avait pas encore le token, c'était 14% de rendement organique. Et encore une fois, au tout début, c'était début 2019, ça, 14% sur du stablecoin, c'était la folie furieuse. Donc, je mets dessus, je suis content. Et là, du coup, le jour où il y a l'airdrop qui est annoncé, je reçois vraiment beaucoup de tokens. Et puis, ensuite, la suite, comme tu sais, le token a craché. Mais ce qui est bien, c'est que l'airdrop, tu le recevais pendant un an. Donc, si au début, tous les jours, je vendais. Donc, j'ai accumulé pas mal de cash jusqu'au jour où on est passé sous le niveau des, je crois que c'était 2 ou 3 $. Et sous les 2 ou 3 $, j'ai dit, maintenant, j'arrête de vendre parce que je pense que c'est pas un bon prix. Et donc, j'ai commencé à loquer. Donc, j'ai loqué tous les CRV que je commençais à récupérer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu loquais tes VE-CRV, tu recevais d'autres airdrops. Donc, j'ai reçu après d'autres airdrops sur d'autres blockchains, etc. Donc, voilà en gros comment j'ai constitué mon capital crypto. Donc, c'est SNX, AAV, Rune et puis surtout, du coup, le CRV. Énorme. Et donc, puis, là, par contre, quand la DeFi Summer, elle arrive, tu arrives à rester raisonnable? Non. Donc, si trop. Par exemple, lorsque l'Ether est arrivé à 500 $, je me dis, allez, une fois, pas deux. La dernière fois, j'ai pas vendu. Donc là, je fais la bêtise d'être trop heureux cette fois. C'est-à-dire que j'ai été un peu, je pense, traumatisé de mon premier cycle. Donc, je vends plus de la moitié des Ethers à 500 $, plus de la moitié de mes Bitcoins à 18 000 $, pensant qu'on n'allait pas aller au-dessus. Forcément, l'Ether ensuite est passé à 4 000. Bitcoin, je ne me rappelle plus c'était quoi le top à ce moment-là. Donc, assez dégoûté du coup sur mon play Ether Bitcoin, mais ça m'a permis de récupérer du cash et du coup de découvrir le farming avec des stablecoins. Et donc, j'ai été sur quasiment tout ce qui était SushiSwap, Yam pour ceux qui connaissent, Campante bien sûr, le tout début du farming. Et c'était une époque où les rendements étaient absolument démesurés. Alors, je vais te dire une phrase qui semble vraiment bizarre aujourd'hui et un peu arrogante, mais c'est vraiment ce que j'ai dit un jour. Je ne m'abaisserai pas à déposer des stables dans un truc qui me rapporte moins de 100% par an. C'est-à-dire qu'il y avait des stratégies qui gagnaient 50, 70, 100% par an. En fait, ça ne va pas, je ne vais pas mettre mon argent dans un truc qui paye 100%. Parce qu'ailleurs, tu pouvais gagner très facilement 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000%. André Cronje, quand il a lancé son token YFI, le rendement sur YFI, la pool YFI, qui était une pool très spéciale sur Balancer, une 98.2, le rendement était de 3200%. Ensuite, il y a eu des forks, il y a eu YFI, pareil, ça payait des milliers de pourcents. Après, tu avais les SushiSwap, Yam et tout. Donc, si tu veux, j'ai accumulé beaucoup d'argent dans toute cette période-là parce que ça rapportait énormément d'argent. Et c'est là que j'ai commencé le Delta Neutral. Synthetix, donc mon petit produit, mon petit protocole chouchou.
ils avaient lancé un produit qui s'appelait le IETH et le IBTC. Et en fait, je ne vais pas t'expliquer comment Synthetix fonctionnait, mais en gros, ça leur permettait de réduire le risque sur leur portefeuille, entre guillemets. Et donc, ils incentivaient très lourdement le fait d'avoir du IETH et du IBTC. En fait, le IETH et IBTC, c'était des inverses ETH et des inverses BTC. Donc, c'est des tokens qui descendaient quand l'Ether montait et vice-versa. Et donc, je faisais mon market neutral, c'est-à-dire que j'achetais énormément de IETH et de IBTC. Et en même temps, je prenais des positions longues pour me couvrir. Alors, pour les positions longues, j'utilisais, donc au début, je faisais au spot. Et puis ensuite, avec l'arrivée des exchanges perpétuels, notamment FTX, FTX a lancé un produit qui s'appelait les futurs quarterly. Donc, c'est pas les perpétuels, c'est des futurs qui avaient une maturité à 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, je crois que c'est 3 mois. Et donc, en fait, j'ai acheté avec un effet levier le BTC et l'Ether sur FTX. Et puis, du coup, j'ai acheté le IBTC et IETH. Le rendement sur ce Delta Neutral, c'était à peu près du 200-300%. Mais encore une fois, tu étais payé en SNX. Une partie aussi que je le vendais, une partie je le gardais, donc une partie que je vendais plus haut. Enfin bref, donc je me suis vraiment bien mis dans toute cette période-là. La chance que j'ai eue, c'est que Synthetix a arrêté le produit IBTC et IETH. Du coup, j'ai retiré mes thunes de FTX, comme tu sais, quelques mois après. Voilà. Mais ça veut dire que si Synthetix avait laissé le IBTC IETH, je serais resté sur FTX et du coup, j'aurais eu le même chemin que pas mal de gens qui étaient sur FTX. Donc voilà, après, tu as bien sûr le bear market. Mais pendant le bear market, j'ai continué les stratégies de farming, à perfectionner un peu mes investissements, le travail sur le rendement. Et puis, on en est aujourd'hui. Parce que en tout cas, j'espère que ça vous plaît, les gars, dans les commentaires, parce que pour le coup, vraiment, moi, j'écoute Pascal avec attention, parce que moi, j'étais là à l'époque, mais c'est vrai que j'ai jamais été un DeFi guy, et moi, je voyais passer tout ça. Alors que moi, je suis plutôt un spot guy. Moi, en général, j'achète, j'accumule. La plupart du temps, je perds. De temps en temps, parce que j'ai pas d'affection pour les tokens. Alors que j'en ai eu pour les NFT, tu vois, pour le coup. Donc, bon, comme quoi, voilà. Et tiens, d'ailleurs, les NFT, parce qu'après la DeFi Summer, on a eu une espèce de NFT season. T'es rentré dedans, t'es tombé un peu amoureux de ces JPEG ou pas du tout? En fait, tu te rappelles, je t'avais dit, quand j'étais un TradFi, au début, j'ai dénigré la crypto. En fait, le DeFi Summer m'a transformé en une sorte d'Ethereum Maxi et de DeFi Maxi. Du coup, tout ce qui est arrivé après, tu sais, après, il y a eu la vague Binance Smart Chain. J'ai fait non, je touche pas à cette merde. Après, il y a eu la vague NFT. Non, j'y touche pas. L'an dernier, ou même la première vague Solana et la deuxième, je fais non, ça, j'y touche pas. Alors aujourd'hui, j'ai fait bien sûr amende honorable. Je fais non, j'étais con, il faut pas être maxi. En fait, faut prendre les opportunités. Donc aujourd'hui, je m'expose à d'autres écosystèmes. Mais non, j'ai rien fait. En fait, je suis un vieux de la vieille. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu de la chance de make it pendant DeFi Summer. Et crois-moi, depuis 2020, je n'ai plus rien fait. Alors, j'ai fait des petits coups, j'achète à droite à gauche. Très souvent, ça se passe mal parce que j'ai toujours très mauvais dans la gestion, en tout cas des altcoins. Parce que un altcoin, dans ma tête, c'est des trucs qui peuvent faire x5, x6, x10. Donc, c'est très rare que je prenne mes bénéfices dessus. Tu vois. Je suis sur Hype, je suis sur Fluid, je suis sur Morpho. Sur Morpho, j'ai pris quelques bénéfices. Sur Hype, non. Sur Fluid, non. Donc, si tu veux, j'ai du mal, j'arrive à bien rentrer, mais j'ai du mal à sortir. Par contre, paradoxalement, pour Ether et Bitcoin, je suis très strict. C'est-à-dire que Ether et Bitcoin, j'arrive à correctement sortir. Donc, je suis moins gourmand, paradoxalement, sur les grosses cryptos. Par contre, sur les petits altcoins, non. Donc, mon portefeuille altcoin, il est dégueulasse. Ça, j'ai jamais appris de mes erreurs et je pense que je ne changerai jamais. Par contre, mon portefeuille BTC et ETH, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire, même si j'ai vendu un peu trop tôt, mais ce n'est pas grave. Et par contre, moi, l'essentiel de l'argent que je fais, c'est sur mon portefeuille stable, finalement. Le portefeuille stable, ça me permet de générer du rendement et de temps en temps d'acheter, quand Ether ou Bitcoin perdent beaucoup de valeur, hop, je fais un petit achat. Je laisse couler si je suis perdant pendant plusieurs semaines, ça m'intéresse, c'est pas grave, mais plusieurs mois. Et puis je revends quand je repasse en territoire positif, mais ça, encore une fois, que sur BTC et Ether. Alors, est-ce que c'est parce que tu as peut-être une gestion plus trading quand tu es sur BTC et ETH, là où tu as de l'expérience pour le coup? Non, c'est plutôt parce que là où les altcoins, c'est peut-être plus du ticket de loto, non? C'est plus que. Alors, l'Ether, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais si tu veux, je le vois comme quelque chose de borné. C'est-à-dire pour moi, c'est 1000, 4000. Et donc, si tu veux, plus on s'approche des 1000, plus j'achète, plus on s'approche des 4000, plus je vends. Alors, comme pour l'instant, il n'y a jamais eu de vraiment. On n'a pas vraiment cassé les 4000, ça se passe bien.
Sur Bitcoin, j'ai plutôt une optique de chiffre rond. Donc, tu vois, c'est les 20 000, les 50 000, les 70 000, les 100 000, etc. Alors, il faut savoir que j'ai vendu tous mes bitcoins à 57 000 pour acheter de l'Ether. Bon, ça, c'était un mauvais coup. Le raisonnement était le suivant. Donc, j'avais du bitcoin, j'avais de l'Ether aussi. Et puis, l'Ether s'est pris moins 10% dans la journée. L'an dernier, il y avait un VC qui avait lourdé toutes ses positions. Je me suis dit, putain, quand même, 10%, moins 10% sur l'Ether, le bitcoin qui ne bronche pas. Et donc, j'ai fait des petits calculs et j'ai vu que les rendements que je pouvais obtenir sur l'Ether étaient 40% supérieurs aux rendements que je pouvais obtenir sur mes bitcoins. Alors, j'ai pas de bitcoin par contre, j'ai que du wrapped BTC. Et du coup, je fais bon, à part si bitcoin va surperformer de 40% l'Ether, le move BTC Ether, je pense que c'est le bon move. Et du coup, j'ai décidé de vendre tous mes bitcoins pour acheter de l'Ether qui était beaucoup plus décoté. C'était quand ETH-BTC était à 44. Bon, là, on est à 22, donc je suis à moins 50%. Et finalement, c'était un mauvais move parce que c'est-à-dire que quand le Bitcoin a touché les 100 000, j'avais pas de Bitcoin, tu vois, je n'ai pas participé à la fête. Donc non, c'est juste que je suis plus borné, j'ai des niveaux un peu psychologiques sur BTC et ETH, alors que sur les altcoins, je regarde même pas les graphiques. J'achète plutôt, pas sur l'émotion non plus, mais tu vois, Fluid, quand ils sont sortis, je fais putain, il me faut ce token. Quand j'ai lu ce qu'ils faisaient et tout, je fais il faut que j'achète ce token. Morpho, pareil, Morpho, j'ai participé à l'acide, mais quand Paul m'a pitché Morpho, je suis putain, il faut que je rentre là-dessus, c'est pas possible. Pareil pour Hype. Hype, je suis rentré à 8 $, donc un peu tard, parce que j'ai loupé l'airdrop. Et quand j'ai vu ce que Hype était, je suis putain, il faut que j'achète ce token. Je pensais qu'avec l'airdrop, le token allait se casser la gueule et je voulais acheter plus bas. Finalement, ça fait que monter, j'ai acheté à 8. Bon, là, on est à 14. Donc, je suis toujours positif, mais Mais en même temps, c'est pas forcément des mauvais critères parce que moi, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi récemment. Les meilleurs coups que j'ai pu faire, c'est sur des plateformes où en fait je me disais, bah tiens, il y a cette plateforme qui est vraiment cool. Je trouve la tech vraiment intéressante. Ça me passionne vraiment. J'ai lu la doc 3 fois dans tous les sens et j'ai encore des questions. Je discute avec tout le monde dans la commu et tout ça. Ou des produits, ouais, où tu te dis: «Ben, moi je l'utilise vraiment et ça me plaît», tu vois? Et Hype, tu en as parlé, Fluid, c'est exactement la même chose, tu vois? C'est en mode, c'est des projets où tu te dis, «Bah, je trouve ça vraiment cool» et souvent c'est sur ce genre de choses-là, sur ce genre de critères qui est pas forcément, rationnel, mais qui est plus, émotionnel, où tu peux quand même trouver des bons mais je plays. sais pas sortir, tu vois. Tu vois, Ouais. par exemple, les CRV, tu sais, je t'ai dit, sous les 2 $, j'ai loqué tous les CRV que j'avais. Ils ont été unlockés hier, 27 mars. Je les ai vendus, c'était à 50 et quelques centimes. Ouais, ça fait Ça 4 fait ans là, 4 c'est ans, là. ça? Donc voilà. Alors après, le côté débancarisé, donc il faut se remettre, il faut refaire un tour dans le passé. Donc là, on est en 2017, donc quand je redécouvre, tu sais, la mania ICO, rappelle-toi, il y avait des investisseurs qui nous avaient rejoints dans mon premier projet de plateforme de trading. Et donc là, on décide de dire, OK, on arrête les plateformes de trading et il faut qu'on recrée, il faut qu'on crée un projet dans la crypto. Il n'y avait pas la DeFi à l'époque, mais c'était un peu une sorte de plateforme financière. Et donc, on voulait créer une sorte de super wallet, exchange, avec lequel tu pouvais interagir avec les différentes DApps de l'époque. Et donc, on décide de faire un projet qui s'appelle donc Jarvis Network. Donc, on veut faire une ICO comme tout le monde. Malheureusement, on lance notre ICO le premier jour du bear market. C'était donc en 2018. Donc, on n'a pas levé des millions comme tous les projets qui ont levé des millions et des millions sans faire d'efforts, entre guillemets, en 2017. Nous, on a levé 290 000 $ en 2018. On avait fait une première levée de fonds en pré-seed, sauf que les associés avec qui je m'étais associé, comme très souvent, ça s'est extrêmement mal passé. Du coup, le premier Jarvis, si tu veux, je m'étais donc associé avec ces personnes-là. Et ça s'est très mal passé au point que, à la fin, c'était avocat, etc. Alors, ça, du coup, en fait, je pense qu'il y a très peu de monde, quasiment personne qui le sait, à part dans la communauté Jarvis, où on en parlait très souvent. Mais c'était la pire période de ma vie. Enfin, point final. En fait, Jarvis, j'ai consacré vraiment toute mon énergie, en tout cas de 2017, tout mon temps, tout mon argent aussi. Et en fait, tout est parti en fumée parce que il y avait des conflits avec les associés. Et quand tu as un conflit à la tête d'un projet, en fait, c'est fini. Le projet a pris bad l'aile et tout et tout. On a perdu tout l'argent du coup qu'on avait levé. Et du coup, à la fin, on a réussi
à être d'accord de se séparer. Ça m'a coûté de l'argent, pour information. Donc, en fait, ils n'ont pas accepté de partir comme ça, même si on était à sec. Ils ont voulu qu'on rachète les actions qu'ils avaient en partie achetées et d'autres données à titre gratuit. Sauf que moi, j'avais plus d'argent, puisque tout l'argent que j'avais de côté, je l'ai utilisé pour continuer à soutenir GES, parce qu'on n'avait plus d'argent dans la boîte, donc j'ai payé de ma poche tout ce qui était en place, etc. Comme on avait des investisseurs, je ne voulais pas, si tu veux, tout arrêter. Je ne voulais pas dire aux gens, bon, merci, mais on arrête le projet. Et du coup, j'ai dû emprunter de l'argent à des potes qui se reconnaîtront sur Sophia pour pouvoir. Et j'ai aussi emprunté de l'argent à ma copine, à la merde. Vraiment, j'étais au plus bas de tout. J'ai pris du poids, les cheveux blancs. Enfin, vraiment, la pire peur de ma vie. Mais je me dis, non, je ne vais pas abandonner. On a des investisseurs, je ne peux pas leur dire, des gens qui nous ont donné de l'argent, je ne peux pas leur dire, les gars, on arrête. Donc, j'emprunte, je rachète les actions. Et donc, on redémarre de zéro avec du coup un tout petit peu de fonds qui nous restait. Et donc là, on est en 2018. Donc, je refais Jarvis comme moi, je voulais le faire. Donc, je voulais pas. Donc, l'équipe avec laquelle on travaillait avant, on voulait faire un exchange, etc. On avait acheté des licences super chères. On avait acheté plein de trucs. On faisait de la compliance et tout. Enfin, bref. Et donc là, moi, ce que je voulais, c'était plutôt faire de la crypto pure. Et donc, j'étais amoureux des actifs synthétiques. Donc, avant Synthetix, j'avais découvert un autre projet qui faisait du synthétique. C'était un wallet qui s'appelait, je ne me rappelle plus. C'était synthétique sur Bitcoin. Et du coup, je veux créer du coup des synthétiques, c'est ça. Et donc, je travaille à lancer une plateforme de synthétique. Et donc, c'est ce qu'on fait. On lance du coup en 2019, d'un côté, une plateforme de trading. Donc, comme moi, je connaissais quand même le monde des CFD, on a fait 2 projets. On a lancé une plateforme de CFD avec du DAI. Donc, tu pouvais déposer du DAI et tu pouvais trader le Forex et tout à l'époque. C'était en 2019. Et juste après, on a lancé du coup des euros synthétiques. Et donc, ça, c'était en 2019. On utilisait Uma à l'époque. C'était une belle période. Et donc, la DeFi, comme tu sais, a commencé à arriver en 2019. Et donc, j'ai voulu montrer à ma communauté le futur de la DeFi. Et je leur ai dit, regardez les gars, on peut vivre aujourd'hui uniquement avec des cryptos. Donc, j'avais un compte WireX. Tu pouvais du coup mettre des DAI et payer dans la vraie vie. Et donc, je leur ai dit, je vais vider mes comptes bancaires. Je vais tout mettre du coup dans la crypto et je vais vous montrer qu'on peut vivre au quotidien, qu'on peut gérer ses finances. Et donc, j'ai commencé à leur partager, donc à l'époque, c'était en 2019 sur notre Telegram Jarvis. J'ai commencé à leur présenter les stratégies que je faisais à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore de token, donc c'était des stratégies toutes connes. Tu prêtais ton argent sur, alors, il n'y avait pas encore AEV, donc c'était ETH Land, il y avait Compound, il y avait un projet qui n'existe plus aussi, Nuo. Je ne sais pas si tu te rappelles de Nuo. Ils étaient pas mal. Ouais, bien sûr. Il y avait Dharma. Chinois, non? De quoi? C'était chinois, non? Nuo. Non, Nuo. Ah, Nuo. C'était une plateforme de lending qui mélangeait lending et effet levier. C'était vraiment top. Le rendement était fou. Quand je dis fou, c'était de 9 à 14% sur de l'USDC, USDT. À l'époque, c'était absolument faramineux. Et donc, je disais aux gens, regardez, je vais déposer mon argent sur Compound, sur Nuo. Ça a généré du 5-9% par an. Et puis, avec les Ethers, je vais emprunter du DAI. Alors, à l'époque, le gaz, ça coûtait que dalle, donc on pouvait utiliser Ethereum. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas encore Polygon et tout. Et donc, je montrais, je faisais des vidéos, je montrais, regardez, j'emprunte du DAI, je le mets sur ma carte WireX et puis je vais aller dépenser dans un supermarché et tout et tout. Et donc, en fait, je leur ai dit, je vais vivre comme ça pendant 3 mois pour vous montrer que c'est possible. Et à l'époque, il n'y avait pas les Monerium et tout. Donc, je leur ai dit, imaginez maintenant le futur, quoi. Dans le futur, quand il y aura beaucoup plus de trucs comme ça. Et en fait, les 3 mois, je ne les ai pas vus passer. C'est devenu 6 mois. Après, il y a eu le DeFi Summer. Et puis finalement, un jour, j'étais obligé de toute façon de quitter le milieu bancaire puisque j'ai fait des interviews sur ce que je faisais en Bulgarie. Et mon banquier est tombé sur une interview. Je dis, attends, Pascal, mais il a un compte chez nous, ce mec-là. Mais attends, il fait de la crypto. Ah, mais non, on n'aime pas la crypto. Du coup, ils m'ont fermé les comptes perso et les comptes pro. Et ces bâtards, ils les ont fermés en plein Covid. Et en fait, ils ont envoyé une lettre avec accusé de réception à nos bureaux. Alors qu'on n'était pas dans les bureaux. Et donc, le jour de payer les employés à la fin du mois, on ne peut plus accéder à notre compte bancaire. Et donc là, on appelle la banque, ils disent bah oui, c'est normal, votre compte est fermé, on vous a envoyé un courrier il y a un mois, blablabla. Donc là, panique à bord, on ne peut pas payer les employés. Et là, il y a un mec de ma communauté qui s'appelle Michael, qui ensuite a rejoint Realty. Donc peut-être que les gens le connaissent, donc c'est le Suisse qui travaille à Realty, qui me fait Pascal, je suis en contact avec un mec, il a monté une boîte qui s'appelle Mon Pèlerin, c'est en Suisse. Ça te dirait que je te mette en contact avec lui, il a peut-être une solution pour t'aider. Donc, le mec s'appelle Arnaud, donc on s'appelle. Donc, Arnaud. On a reçu d'ailleurs dans l'émission Arnaud, qui est un mec adorable. Incroyable.
incroyable, calme olympien et tout, enfin, bref. Et donc, lui, il m'explique sa vision, ce qu'il veut faire. Lui, il me dit, voilà, moi, je veux créer un Revolut de la crypto. Donc, il faut se replacer en contexte. Hein. Là, on est en 2020. Donc, je veux créer un Revolut de la crypto. Enfin, 2020 ou 2021, je ne sais pas plus c'était quand le Covid. Et donc, moi, j'ai créé déjà 2021, ok. Donc, j'ai créé toute l'infrastructure. 2020, waouh, ok, c'était il y a pas si longtemps. Et du coup, il me dit, voilà, j'ai créé l'infrastructure bancaire, il manque quand même des trucs, il manque des stablecoins et tout. Et il me parle aussi d'un service qu'il a qui permet de payer des factures ou de faire des virements à ta place. Donc, en fait, tu lui envoies des cryptos et lui, il fait un virement à ta place. Putain, génial, je vais pouvoir payer mes employés. Et donc, on commence à travailler ensemble. Et donc, on lui envoie des cryptos et lui, il paye directement via Mon Pèlerin, du coup, les salariés. Et donc, on commence à utiliser Mon Pèlerin et en fait, on ne réouvre plus jamais de compte en banque. Alors, après Mon Pèlerin, il y a eu Monerium. Donc, aujourd'hui, on utilise essentiellement Monerium pour la boîte pour payer du coup les salaires et tout et tout. Entre-temps, donc le projet Jarvis, donc on avait lancé comme je dis, une première plateforme de CFD en 2019, ensuite les synthétiques en 2019. Et puis ensuite en 2020, un peu avant le DeFi Summer, on est à court d'argent. Donc, je te rappelle, il nous restait un peu d'argent de l'ICO qu'on avait levé, le 290 000. Et donc, on décide de faire une levée de fonds. Ça se passe bien. On est au mois de mars. Il y a des VC qui sont intéressés, des gens qui sont intéressés. Donc, on arrive à lever 1,3 million en 2020. Et là, je suis super content. C'est un peu la consécration de toutes ces années de travail, toutes les batailles qu'on a juridiques, psychologiques et tout, que j'avais avec mes anciens associés. Et là, je suis content. Là, je me dis, ça y est, je pense qu'on a trouvé notre bon rythme de croisière. Alors, j'ai fait l'erreur de ne pas lever plus. Ça, tous les gens nous ont dit. Je suis désolé, il va falloir qu'on avance un peu. Et en vrai, on pourrait faire au moins 2 interviews. Mais en fait, on comprend bien effectivement les différentes étapes par lesquelles tu es passé. Si on en arrive peut-être à quelque chose de plus contemporain maintenant, donc tu pars à Sofia. Moi, j'avais une question quand même et je veux absolument avoir le temps de te la poser. Pourquoi tu quittes la France et aujourd'hui, que ça fait quand même quelques années que tu es à Sofia, donc en Bulgarie, est-ce que tu regrettes? Et sinon, pourquoi? J'aimerais avoir ton avis parce que c'est vrai que le sujet de la délocalisation, de quitter le territoire, c'est un sujet qui revient très souvent, notamment dans le milieu de la crypto. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, si tu veux bien. Alors, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup les voyages, surtout les road trips. Moi, ma passion, c'est de prendre une voiture et de faire le tour de l'Europe. J'adore l'Europe. Et donc, je voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je passais le plus clair de mon temps, en fait, dans des pays européens. Et ce que je faisais à l'époque, donc ça, c'était avant la crypto, je passais 2-3 semaines ici, 3-4 semaines là, etc., etc. Aussi en France, je voyageais pas en France. Et puis, un jour, je suis parti plusieurs mois chez un pote, du coup, en Allemagne. Et c'est la première fois que je restais aussi longtemps. Et je me dis, putain, en fait, j'aime bien, parce que d'habitude, je visite. Et là, je vis comme un local. C'est la première fois que j'expérimentais la vie comme un local. Donc, c'était à Cologne, en Allemagne. Et donc, ensuite, je rentre en France et je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de vivre dans d'autres pays européens. Donc, maintenant, je vais faire 1 an, un pays. Donc, je suis parti vivre, du coup, en Lituanie. Alors, pourquoi la Lituanie? Parce que j'ai rencontré au cours d'une soirée lituanienne et je me dis, putain, super. Donc, je suis parti la voir. Donc, elle étudie en France, mais après, j'ai été la voir du coup quand elle est rentrée en Lituanie. Et ensuite, on s'est séparés en Lituanie et je suis resté. Donc, j'habitais à Vilnius. Et en fait, j'ai bien aimé cette vie un peu d'expatrié. Vilnius, c'était avant l'arrivée de l'euro. La vie était très peu chère et tout et tout. Et puis, je commençais déjà à planifier. Alors, je continue quand même à voyager. Je faisais toujours 2-3 semaines par ici, par là. Et je planifiais mon prochain pays. Donc, j'hésitais entre vivre en Slovaquie et vivre en Espagne. Et puis, j'ai un pote qui m'appelle de Bulgarie. Lui était sur la côte de la mer Noire, à Varna. Et il me parle un peu de la vie là-bas. Et il me dit, écoute, pour 400 €, moi, je suis dans un super appart, vue mer. Et 400 €, c'était plus ou moins moi ce que je payais dans mon super appart. J'avais un énorme appartement pour 400 € à Vilnius, mais vraiment gigantesque appartement. Je mangeais pour 3-4 € par jour, c'était vraiment top. Et donc, il me raconte un peu la vie en Bulgarie. Je me dis, tu sais quoi, je viens de rendre visite. Donc, je prends l'avion. Et Vilnius, si tu veux, les gens sont très froids à Vilnius. Quand je dis froid, c'est qu'ils ne sont pas très accueillants. Tu n'as pas de eye contact dans la rue. Enfin, c'est un peu bizarre. Et j'arrive en Bulgarie, donc j'arrive à Sofia, c'est en plein été, et là, tu as des gens de partout dans la rue, des gens super chaleureux, des filles de partout. Je me dis, waouh, c'est vraiment une ville avec de l'énergie festive. Alors, du coup, je commence à tomber un peu amoureux de Sofia. Alors, je n'ai pas visité, j'étais juste dans un seul quartier qui était assez beau.
J'ai appris plus tard qu'en fait, c'est le seul beau quartier de la ville. Le reste de la ville est éclaté au sol. Et ensuite, je prends l'avion, je vais sur la côte la mer Noire, à Varna. Varna, c'est un mini Ibiza, c'était en plein été. Putain, c'est vraiment super. Et je me dis, attends, je me pose un peu, je fais à Sofia, la vie est pas chère. Tu es à 48 en avion de l'Ibiza local. Rappelle-toi que j'adore l'histoire. Donc, je suis à 45 minutes de Athènes et je suis à 40 minutes en avion de Istanbul. Je dis, waouh, c'est bon, c'est la ville parfaite. Et donc, je dis, c'est bon, je vais vivre 1 an en Bulgarie. Donc, je rentre en France quand même, parce que j'avais toujours un appartement en France. Je règle 2-3 trucs. Je repars du coup en Bulgarie. Là, je m'installe à Sofia. Bon, là, je découvre que finalement, la ville, elle est vraiment moche comme c'est pas permis. Je crois qu'il n'y a rien de plus moche que les Balkans. T'as aussi la Serbie qui est dégueulasse. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas dans les autres villes que j'ai visitées, dans les autres pays dans lesquels j'ai vécu. Alors, encore une fois, j'ai vécu qu'en Europe, donc je peux pas parler pour l'Asie, l'Afrique et tout. C'est la liberté absolue. C'est-à-dire que déjà, tu as la liberté financière. C'est-à-dire que la vie à l'époque, donc aujourd'hui, la vie est beaucoup plus chère, mais quand je suis arrivé il y a 10 ans, la vie était très, très peu chère. Donc, même si tu ne gagnes pas des millions, tu peux vivre comme un roi. Ensuite, tu as une liberté dans le sens où il n'y a pas de 35 heures ici. Tu n'as pas de « Ah, c'est le dimanche, on ne travaille pas ». Tout est tout le temps ouvert. Les supermarchés, il y en a beaucoup qui travaillent toute la nuit. Donc, la première fois que je suis tombé amoureux de ma ville, c'est quand il était 2 heures du matin. Ouais. J'avais faim. Je suis parti. J'ai été acheter des œufs. Je suis rentré. Je les ai cuisinés. Bon, c'était pas suffisant. Pascal, et j'étais au resto. Tout ça, ok. Bon, on va pas y arriver. Au niveau du timing, on va pas y arriver. Non, mais je voulais. On parle de sujets un peu business. Les œufs, tout mais ça. Je vais te comment ça s'appelle? En tant qu'entrepreneur, je sais pas. Je vais te décevoir. Je choisis pas mes pays pour la fiscalité ou pour l'entrepreneuriat. Pour le mode de vie essentiellement. Pour le mode de vie, pour le rythme et la sécurité. Alors après, il se trouve que à Sofia, la fiscalité est très facile. C'est 10% sur absolument tout. 10% impôt sur les revenus, 10% impôt sur les sociétés, 5% sur les dividendes, 20% de TVA, des coûts de la vie qui sont beaucoup plus faibles. Et par contre, tu as une administration qui date des années 50, donc c'est très lent, c'est très chiant. Il n'y a pas l'infrastructure technologique que tu pourrais trouver à Chypre, en Estonie et tout pour créer l'entreprise. C'est assez challengeant. Tu penses à revenir en France un jour ou pas du tout? Bien sûr, parce que quand tu vis à l'étranger, il y a des choses que tu ne retrouveras pas. Qu'est-ce qui te manque en France d'ailleurs? La culture. Ouais. Oui, parce que là-bas, malheureusement, c'est pauvre au niveau culturel. C'est pauvre. Alors, c'est pas que c'est pauvre, mais c'est pas ma culture. Tu vois, j'ai pas les mêmes références qu'eux. Tu vois, moi, quand je regarde les 3 frères à la télé, je rigole, mais je peux pas rire avec les autres. Vous le disiez de con. Je peux pas aller au théâtre, je peux pas aller au cinéma. La bouffe, c'est pas la bouffe française. Ouais. J'en suis même à manquer les JT de Pernod, tu vois. Enfin, je sais même pas si encore en vie. Mais... il nous manque tous puisqu'il est décédé depuis. Hein. Voilà, putain, tu vois. Enfin, je suis tellement